Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. Eh bien, ensemble, on va discuter des Alouettes qui présentent maintenant un dossier de 2 victoires et aucune défaite. Montréal va jouer samedi à Edmonton. Toutefois, on continue d'avoir des blessés du côté des Alouettes. Alors, on va discuter de tout ça en compagnie de Marc-André et on va faire le tour des actualités de la NFL puisque finalement, il va y avoir un repêchage supplémentaire du côté de la NFL grâce au carrière Brendan Sorsby, anciennement de l'Université Texas Tech. Et Marc-André va dévoiler son top 20 en vue de la prochaine saison de Fantasy Football, top 20 des porteurs de ballon. Alors, encore une fois, on a un épisode bien chargé. Sans plus tarder, Guillaume, par la musique. Marc-André, j'ai oublié de mentionner qu'on va également avoir mon entretien avec le receveur de passe Xavier Gaillardette de l'Université East Tennessee State. Xavier, qui est un bonhomme sympathique, puis lui, il va entamer sa dernière saison là, au football universitaire américain. C'est le frère de Isaac Gaillardette qui avait participé au camp d'entraînement des Alouettes il y a quelques semaines. Ben, tout d'abord, on va commencer l'épisode, Marc-André. Ben, on va inviter les gens, bien sûr, à s'abonner à nos réseaux sociaux. Exactement, exactement. On est un peu partout, en fait, sur les réseaux sociaux. On est sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche à droite là, de votre écran, de votre cellulaire. Le sac du corps via Didier Orméjus sur YouTube. On approche le 1300 abonnés. Là. On aimerait bien atteindre, vous pourriez dire quoi, le 1500 peut-être avant que la saison commence? Est-ce que c'est un pari audacieux? Bref. On est également sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast. Laissez-nous 5 étoiles en passant par là. Abonnez-vous également. Bref, ça aide à faire grandir notre projet et c'est grandement apprécié pour nous. Oui, puis on vous invite également à partager nos publications via les réseaux sociaux. Envoyez-les à vos amis qui sont également des mordus de football parce que le mois prochain, on va commencer à mettre la table pour la saison 2026 de la NFL. On va y aller de nos avant-goûts de division. Alors, partagez ça ben, avec vos amis qui sont également des mordus de football. Sans plus tarder, on va parler de la Ligue canadienne de football et bien sûr des Alouettes, Marc-André. Les Alouettes qui ont une fiche de 2 victoires, aucune défaite. Puis encore une fois, en 2 rencontres, on a eu droit à 2 matchs enlevant jusqu'à la toute fin. On va pas dire que les Alouettes ne nous donnent pas un bon spectacle depuis le début de la saison. Et à tout seigneur, tout honneur, Mmh. parlons de Davis Alexander, Didier, pour entamer cette discussion. Plus de 440 verges par la passe, 2 passes de toucher. Vraiment, euh, moi, à chaque fois que je vois jouer Davis Alexander, je me dis que Danny Machocha a trouvé la perle rare. On l'a développé, puis on est en train de récolter les fruits de ce qu'on a semé, de ce qu'on a récolté. Là. Il est spectaculaire. Il fait partie de l'élite vraiment là, du cirque. Ouais, puis tu sais qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dans tout ça? Parce que là, Davis Alexander, maintenant, une fiche de 13 victoires et aucune défaite en saison régulière. Sa seule défaite en carrière, c'est au match de la Coupe Grey, lors de la grande finale. Mais qu'est-ce qui est le plus impressionnant, ce que je veux dire, de la part d'Alexander Marc-André, c'est ça, justement. Seulement 13 départs en saison régulière. 13 départs seulement en saison régulière. Donc, c'est même pas l'équivalent d'une saison complète. Puis c'est la raison pour laquelle il continue de s'améliorer. Tu sais, j'en ai parlé avec Jason Mass sur le terrain du Stade Russell Molson immédiatement après la victoire des Alouettes contre les Argonauts de Toronto. Puis il était d'accord avec moi qu'on assiste à un Alexander qui s'améliore. Et encore une fois, il a couru, oui, pour acheter du temps, tu sais, pour sortir de la pochette lorsque la pression était forte. Puis d'ailleurs, dans l'ensemble, la ligne attaque des Alouettes a encore une fois fait du bon boulot afin de le protéger. On n'a pas sélectionné de jeu de course planifié avec lui. Alors, c'est essentiellement de la pochette là, que Alexander est en mesure d'avoir des performances dominantes. Il a gagné son face-à-face face à Chad Kelly, qui lui aussi a connu un fort match. Là. Tu sais, la semaine dernière, je te disais, moi j'ai hâte de voir la performance de Kelly. Est-ce qu'il va être mobile? C'était sa première rencontre en 581 jours. Il a complètement taillé en pièces l'unité Mhm. défensive des Alouettes. Mais ouais, vraiment, on a été choyés. Ça a été tout un duel entre les deux carrières. Justement, je voulais t'amener sur la défense des Alouettes. Là. On peut dire qu'on a plié, mais on n'a pas cassé. Mais ça fait 2 semaines là, que la défense, même à Hamilton, la première demi à Hamilton, ça a été difficile aussi pour la défense des Alouettes. On s'est ressaisi par la suite. Est-ce que ça t'inquiète là, à court moyen terme, la défense des Alouettes?
Oui, un peu, je vais te dire, oui. Surtout que là, qu'on va aller à Edmonton, on va en parler plus tard, là, de la prochaine rencontre des Alouettes, mais on va affronter Cody Fajardo, puis de ce qu'on a vu de l'attaque d'Edmonton de la première semaine d'activité. C'est une attaque qui a un beau potentiel. Mais effectivement, défensivement, ça n'a pas été facile. Ça n'avait pas été nécessairement facile également à Edmonton lors de la première semaine d'activité. Mais quand tu regardes les équipes qu'on a affrontées avec leur personnel en attaque, Toronto m'a surpris. Moi, je ne pensais pas que Toronto allait être en mesure de rivaliser avec les Alouettes, mais encore une fois, c'était l'inconnu, étant donné qu'on a un nouveau groupe d'entraîneurs du côté des Elks. On ne savait pas à quoi s'attendre de la part de Chad Kelly, On se chicane sur le mais banc. on a affronté. Ouais, ouais, ben oui, ça, malheureusement, les caméras ont pas été en mesure de filmer là, lorsque Mike Miller, l'entraîneur-chef des Argos, a poussé Chad Kelly. Bref, ça, c'est leur problème à eux, mais ils ont quand même une bonne relation. Ça fait longtemps que Mike Kelly il agissait comme entraîneur des carrières. Maintenant, il est l'entraîneur-chef. Bref, en tout cas, ça, c'est une histoire pour les médias torontois. Mais qu'est-ce que j'allais dire, Marc-André? C'est tu regardes ça, la défense des Alouettes. La première semaine d'activité, elle a affronté Bolivar Mitchell, un des meilleurs carrières de toute la ligue. Puis là, en Chad Kelly, oui, il revenait d'une blessure, mais Chad Kelly, il ne faut pas l'oublier, il a été Mhm. sélectionné à titre de joueur par excellence de la Ligue canadienne en 2023. C'est un des meilleures carrières de la Ligue. Donc, il y a ça à prendre en considération lorsqu'on juge des performances de l'unité défensive montréalaise. Et si on parle des unités spéciales, ils ont réalisé le jeu du match, le point tournant du match. Ça a été le botté bloqué par Mika Howey, recouru dans la zone début par Arthur Hamlin. Vraiment, ça a été, comme je le dis, là, le jeu qui a tout changé pour les Alouettes parce que par la suite, même Phil Pott a inscrit un autre touché. On s'est donné une priorité, une avance plus confortable. Mais vraiment, les unités spéciales ont fait le travail dans ce match. Ouais, quel match de fou, hein? Quel quatrième quart de Ouais. fou. Tu sais, les Alouettes qui ont pris l'avance. Wow, ça a vraiment été, on l'a dit en entrée de jeu, un match de football divertissant. Mais c'est tout un jeu là, qui a été réussi par le vétéran Micah Howey. Tu sais, Howey, l'année dernière, Marc-André, il a mené la Ligue canadienne de football là. Au chapitre des plaqués. Il portait les couleurs des Lions de la Colombie-Britannique. Et malgré tout, il était disponible via le marché des joueurs autonomes. C'est un vétéran. Il joue à la position de secondaire intérieur, réserviste derrière Jeffrey Cantar-Arcou. Il comprend son rôle. Tu sais, lui, ça ne le dérange pas, ce titre de sa carrière, c'est ce qu'il m'a dit lors du camp d'entraînement. Ça ne le dérange pas d'avoir un rôle de réserviste. Il tient à gagner une Coupe Grey. Il adore Montréal. D'ailleurs, lorsque je l'ai interviewé après la rencontre, ben, tu sais, il a dit, écoute, là, tu sais, il dit, j'ai bloqué ce botté-là, mais là, j'avais l'impression que j'avais tous les partisans dans le stade et la ville de Montréal derrière moi Wow. lorsque j'ai bloqué le botté de dégagement. C'est ce qu'il m'a dit, c'est lors du camp d'entraînement. Il adore le côté multiculturel de Montréal. Il est heureux d'être de retour à Montréal. Puis, il aide à encadrer Quentin Arcou également. Tu sais, c'est un vétéran que tu vas avoir au sein de ton équipe, Mike Howe. Alors, j'étais content de voir qu'il a réussi un si gros jeu. Puis, j'étais content de voir Arthur Hamlin également inscrire le toucher sur le jeu. Parce qu'Hamlin, il était pressenti comme étant le maraudeur partant. Finalement, c'est Nate Beauchemin qui lui a ravi le poste lors du camp d'entraînement. Mais il ne s'est pas découragé. Il a été en mesure de contribuer à la victoire des Alouettes avec un très gros jeu en recouvrant le ballon dans la zone début. Lors de la semaine numéro 1, c'est Tyler Snead qui s'est mis en évidence. Cette semaine, c'était Tyson Philpott, 9 réceptions, Hmm. 193 verges de toucher. Et Jared Stern, Didier, 9 réceptions, 114 Ben verges. oui. Par contre, tu étais de l'entraînement cette semaine et il est blessé, Jared Stern. Ben, il était présent à l'entraînement de. On est rendu quel jour? Là? On est mercredi matin, là, on enregistre ce podcast. Donc, le premier entraînement des Alouettes, ça avait lieu mardi. Il était présent, mais il a quitté vers la fin. Puis là, lorsque les Alouettes ont publié leur rapport de blessure, on parlait d'une blessure à une main. Alors, on va voir s'il sera en mesure de participer aux autres entraînements cette semaine. Mais tu en as parlé, écoute, 9 réceptions pour 114 verges, Stern. Il y a eu une séquence qu'il a pratiquement mise sur pied tout Ouais. seul. Il a réussi 4 réceptions lors de la même séquence. Ça s'est terminé avec un toucher de Dawson Crum. Alors, ouais, vraiment, toute une performance qui a passé sous le radar, hein, tu sais, en raison du brio de Tyson Philpott. Tu sais, près de 200 verges, 2 touchés. Philpott a sonné la charge, hein, le jeu de la patate chaude, le Flea Flickers, la première séquence. Écoute, quoi, ça a pris 3 jeux. Les Alouettes ont rejoint la zone des buts. Tyson Philpott est un des meilleurs receveurs de passes de toute la Ligue canadienne. C'est pas juste un des meilleurs receveurs de passes canadiens de la Ligue. Il est un des meilleurs receveurs de passe.
Écoute, c'est une question pour lui de rester en santé, Marc-André, hein, parce que depuis le début de sa carrière, il a toujours au moins fait un séjour sur la liste des blessés, si c'est pas même deux séjours lors de la même saison. Mais s'il demeure en santé, écoute, il pourrait là, terminer la saison avec des statistiques là, tout à fait impressionnantes. Parenthèse, des 12 touchés inscrits par des receveurs lors de la semaine numéro 2 dans la Ligue canadienne, 10 ont été inscrits par des receveurs canadiens, dont 3 Oui, inscrits par Samuel Emilus avec les Rough Riders, mais oui, quand même, ça nous montre à quel quel point match, hein? on dit souvent que la Ligue canadienne, la position de receveur, c'est une position typiquement américaine, mais écoute, ça nous prouve qu'on a du talent au Canada, la position de receveur. Puis j'ai trouvé que la statistique a été quand même assez révélatrice là, lors de cette semaine numéro 2. Ouais, il y a Keandre Smith à Hamilton. On assiste à son émergence l'année dernière, puis là, ça se poursuit en début de saison. McKennis en Ouais, Colombie-Britannique. Non, non, tu fais bien de le souligner, ça, parce que, tu sais, il y a quelques années, justement, je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe avec les receveurs canadiens? Tu sais, c'était comme si on n'en avait pas beaucoup de talent, là, tu sais, de joueurs d'impact à travers la ligue. Mais là, c'est vraiment plus le cas, là, tu sais. C'est probablement une des périodes où les receveurs canadiens euh, sont les plus talentueux, là. Tu sais, il y avait également au début ouais. des années 2000, on en avait plusieurs, mais il y a eu un creux de vague, mais là, écoute, c'est vraiment en ascension. On a l'impression qu'il y a des moments que c'était peut-être plus un mal nécessaire, que les équipes en avaient comme troisième, quatrième, cinquième receveur, mais maintenant, là, c'est des Mhm. vedettes, là. Et ils sont Canadiens. Oui, C'est oui, quand oui. même tout un changement de philosophie. Oui, non, non, mais c'est vrai, mais je pense que c'est vraiment en raison du talent. Il y a eu un creux de vague parce Mhm. que je me souviens, tu sais, au milieu des années 2000, dans les années 90, on remonte plus loin. Et habituellement, il y a toujours eu du talent à la position de receveur canadien. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a eu un creux de vague, comme tu le disais. Ça a rendu que les receveurs canadiens, c'est ça, comme tu l'as dit, tu sais, troisième, quatrième, c'est pas des joueurs d'impact, mais là, on ne peut pas dire ça. Là, tu sais, ben, même il y a le frère de Tyson Philpott, Jalen Philpott, Jalen. à Calgary aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, il y en a à L'an dernier, il travers y la avait Damien ligue, vraiment. Alford. L'année dernière Oui, aussi, tu Damon sais. Alford, ben oui, là, qui tente sa chance. Ben oui, là, présentement, Hein. avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Non, la liste est longue, là. Il y en a à travers toutes les équipes de la Ligue canadienne. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Tyrese Beverett s'est pas entraîné, lui, depuis le début de la semaine sur les Alouettes. C'est un joueur, comme on le dit, comme on le sait, c'est un joueur d'impact dans la défense des Alouettes. Est-ce que la situation est alarmante dans son cas en vue du match de samedi? Personnellement, ça commence à m'inquiéter. Encore une fois, on enregistre ce podcast mercredi matin. Les Alouettes vont tenir leur séance d'entraînement plus tard. Ensuite, ça, il va y avoir le dernier entraînement complet jeudi. Donc, on va voir si Beverett sera de retour à l'entraînement. La raison pour laquelle ça m'inquiète, Marc-André, c'est qu'on parle d'une blessure au cou. Il avait raté des entraînements également lors de la semaine de préparation avant le duel contre les Argonauts de Toronto. Finalement, il était de la formation partante. Il n'a pas terminé le match, Marc-André. Donc, c'est ça, là. Donc, ça devient récurrent, ça m'inquiète un peu. On va voir, je ne veux pas sonner l'alarme là, sans raison, mais il faut absolument garder un œil là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de la profondeur du côté des Alouettes. On le constate depuis le début de la saison, malgré les blessés. Puis là, le joueur qui s'entraînait à la position de Beverett lors de l'entraînement de mardi, c'était Micah Howe, là. Je viens de faire son Mmh. éloge, à quel point c'est un joueur qui a énormément d'expérience. Alors, ben ça, on est bien nanti en termes de profondeur du côté des Alouettes. Puis cette profondeur-là, ben, elle est déjà mise à l'épreuve alors qu'on va entamer seulement la troisième semaine d'activité. L'autre à une position parce on n'a pas généralement pas de profondeur dans les Canadiens, c'est la position de botteur et pour Ouais, cause, on a besoin juste d'un botteur. Mais tu vois le lien que je exact. vais faire, José Maltos Diaz était Mhm. lui aussi Je ennuyé vois par où une tu t'en blessure, vas. si bien Ouais, ouais. on l'a remplacé par Lewis Ward, le vétéran qui s'alignait avec les Red Blacks, avec le rouge et noir d'Ottawa là, pendant plusieurs Mhm. saisons. Ouais, cette saison que Ward a passé dans l'uniforme de l'équipe d'Ottawa, il a été libéré à la fin du camp d'entraînement. On sait qu'il y a un nouveau régime à Ottawa. Mais pour Maltos Diaz, ben, il est ennuyé par une blessure à l'aine. Donc, Jason Mass disait, écoutez, là, c'est juste le premier entraînement de la semaine. On va voir comment ça va aller pour lui, pour voir s'il sera disponible pour la rencontre de samedi après-midi à Edmonton. Mais on n'a pas pris de chance là, du côté des Alouettes en mettant sous contrat Lewis Ward. Alors, Lewis Ward, bon, ce batteur qui a un petit gabarit, il n'a pas une jambe puissante, mais si tu lui demandes là, de tenter des bottées
de 45 verges et moins, ben, habituellement, il la compte pas dans l'œil. Toutefois, lors des 2 dernières saisons, ça a été difficile Ouais, pour lui. C'est difficile. une des raisons pour laquelle, j'imagine, on l'a libéré. Parce que tu te souviens de son excellent début de carrière, hein? Il ne pouvait pas rater. Il avait une très longue séquence de bottées réussies. Mais quand même, c'est une bonne police d'assurance. Tu parles d'un vétéran qui s'est maintenu en forme. Il m'a dit là, qu'il avait des poteaux début chez lui. Il a continué de s'entraîner. Alors, s'il est envoyé dans la mêlée à Edmonton, bon, au moins, tu sais que c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a déjà connu du succès et il a participé au camp d'entraînement du Rouge et Noir, donc il n'est pas en mauvaise condition physique. En plus de poteau début, j'espère qu'il y a une grande cour chez lui aussi, ça aiderait. Oui, oui, oui. Mais va voir, je lui en parle de ça, parce qu'il a mentionné ça, puis c'est par la suite, lorsque j'ai réécouté les réponses qu'il m'a données, je me suis dit, hey, j'en ai manqué une, j'aurais dû lui poser une T'envoies ça dans sous-question, la tu sais, piscine ou lui sur le toit du demander voisin, qu'il là. m'explique ça en détail. Ben ouais, c'est ça, exactement. Ou est-ce qu'il habite sur une ferme, peut-être, tu sais, puis il a Ouais, énormément peut-être. d'espace. Non, non, je vais retourner à l'entraînement jeudi, et je vais essayer de m'entretenir avec lui pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Ça m'intrigue, moi aussi. Les Alouettes ont libéré Philip Brooks. Didier, ça avait été quand même une révélation du camp d'entraînement des Alouettes. Il avait connu vraiment 2 matchs ordinaires et le revirement qu'il a commis lors de Mm. la semaine numéro 2 contre les Argos aura été fatal. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette libération-là là, par les Alouettes? Ouais, c'est fragile, hein, une carrière au football Ouais. professionnel, tu sais, ça en prend pas beaucoup. C'est dommage, parce que, ouais, comme tu l'as dit, tu sais, moi, je l'avais aimé lors du camp d'entraînement. Puis même lorsqu'on l'avait utilisé à la position de receveur durant le camp, tu sais, en tant que joueur réserviste, tu sais, il démontrait de belles choses, tu sais, il est rapide, mais c'est ça. Bon, il a été victime du seul revirement des Alouettes lors de la rencontre. Alors, lors de l'entraînement de mardi, ben, c'est Travis Tice qui était le retourneur, le spécialiste des retours. Donc, Tice risque d'être un homme occupé le samedi à Edmonton, Marc-André, parce que malgré le fait que Stevie Scott était de retour à l'entraînement, ben, de ce que j'ai vu, du moins lors du premier entraînement de la semaine, là, les choses peuvent changer, évoluer durant la semaine d'ici à samedi, mais on continue d'utiliser Tice et Lawrence dans le champ arrière là, des Alouettes. Alors, on dirait que pour l'instant, en début de semaine, Scott ne fait pas partie des plans pour la rencontre à Edmonton, mais comme je l'ai dit, tout ça peut changer. Donc, le prochain match des Alouettes, c'est ce samedi à 16 heures à Edmonton. Ma mère nous a invités à souper, ma famille. Elle a sûrement pas vu que le match était à Mm. 16 heures parce que elle aurait peut-être changé. Ouais, le match va être presque Pas terminé fait au des moment plans. du souper, là, au moment de passer à Ouais. la table. Ouais, non, avec les enfants, Didier, on soupe tôt. Tu devrais savoir ça. Si un jour tu as des enfants, je pense. Écoute, on soupe vers Non, non, 17h30. c'est c'est pas dans mes plans, j'ai pas Non, d'enfant. C'est pas dans le plan. Non, 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 j'aime avoir la tu m'as paix, vu le bégayer, silence. je savais que J'apprécie j'allais le silence. m'embourber, là. Mais oui, on soupe tôt avec des enfants. Non, non, mais bref, c'est samedi à 16 heures contre les Hells à Edmonton. Et on a reçu une question de la part d'Emmanuel Bossé qui nous dit: Salut Didier, j'ai 2 questions à te poser cette semaine en lien avec la Ligue canadienne. La première concerne les Alouettes. Quelles sont les nouvelles concernant notre choix de première ronde, Rohan Jones? Avons-nous des nouvelles venant des OTAs des Rams? La seconde concerne les Hells. En vue de l'affrontement contre Edmonton, comment notre défense peut-elle contrer Justin Rankin, lui qui a amassé plus de 190 verges au total contre Ottawa il y a 2 semaines et qui l'an passé a accumulé plus de 1000 verges par la course et plus de 700 par la passe? Merci à toute l'équipe du podcast. Merci Emmanuel. On ne peut pas vraiment contenir Justin Rankin, Didier, il faut juste le ralentir, non? Oui, ben, je vois ça comme toi. Merci, Emmanuel, pour ta question. Écoute, Rankin, lors de la première semaine d'activité, la semaine dernière, Edmonton avait congé, mais contre Ottawa, comme Emmanuel l'a dit dans sa question, wow, quelle performance à part de Justin Rankin. Puis Rankin, il m'a impressionné au mois de mars. Je suis allé à un événement de la Ligue canadienne à Hamilton, puis il était présent, je l'ai interviewé. Marc-André, tu sais, physiquement, là, je ne sais pas comment tu fais pour te plaquer. La façon qu'il est fait, sa poitrine, elle est large, elle est épaisse, mais ses jambes, tu sais, il a des troncs d'arbres là, pour des cuisses, là, vraiment, Johnson Rankin. Puis en plus de ça, ben, il a la vitesse pour marquer un toucher de 60-70 verges. On l'a vu faire ça l'année dernière. Il a démontré à quel point, encore une fois, il est explosif il y a 2 semaines à Ottawa contre le Rouge et Noir. Ça va commencer par stopper la course et Justin Rankin du côté de la défense des Alouettes. Ça, c'est pas un cliché, c'est juste une réalité. Mais la ligne à attaque d'Edmonton, tu sais, des fois, Rankin, c'est à quel point il est spécial comme joueur. Il réussit à faire des belles courses
alors que la ligne à attaque rate des blocs, où on bloque personne des fois, puis tu as l'impression que c'est lui qui réalise la course tout seul. Alors, c'est ça, ça va prendre un effort collectif en poursuite pour l'amener au sol, mais ça a commencé avec la ligne défensive des Alouettes. Ça peut gagner la guerre des tranchées. Je pense qu'on pourrait limiter des dégâts face à Rankin, mais il est également une menace en sortant de champ arrière en tant que receveur de passe, comme l'a mentionné Emmanuel avec ses statistiques, plus de 700 verges par voie de réception la saison dernière. C'est comme si cette saison-là de Rankin a passé sous le radar, étant donné qu'Edmonton avait connu un mauvais début de saison, puis là qu'on n'a pas participé aux éliminatoires, mais il est un des meilleurs joueurs de la Ligue canadienne de football là, présentement. Et pour répondre à la portion de la question concernant Ron Jones, ben, écoute, Ron Jones, on va essayer d'avoir une entrevue au cours des prochaines semaines avant le début du camp d'entraînement des Rams de Los Angeles. Pour l'instant, il fait toujours partie de l'équipe. Alors, mais je n'ai pas plus de détails à ce niveau-là, au niveau des performances de Jones durant les mini-camps des Rams. Mais je vais essayer de l'avoir en entrevue. Parce que justement, j'aimerais ça lui parler puis voir comment ça se passe pour lui. Pour revenir à Rankin, si vous avez la chance de voir son toucher, c'est quoi, 61 verges contre Ottawa lors de la première semaine. Écoute, il Mhm, pivote sur lui-même, c'était assez impressionnant. Il a capté une passe aussi, je pense, de 63 verges. Encore là, il est électrique, là, Justin Rankin. Sérieusement, tu parles de meilleur joueur de la Ligue canadienne. En tout cas, c'est un des joueurs les plus spéciaux, les plus électriques, selon la vie, le plus électrisant dans la Ligue canadienne en ce moment. Les Alouettes, on a fait du bon travail contre Samuel Hicks et contre Roundtree là, lors des 2 premières semaines, mais là, Rankin, là, Didier, ça va être un défi pour homme. ouais, écoute, l'année dernière, il y a Fajardo, Cody Fajardo, il disait que selon lui, Rankin, c'est le joueur par excellence de la Ligue canadienne de football. Encore une fois, étant donné qu'Edmonton n'a pas participé aux éliminatoires, c'est difficile là, de donner ce prix-là à un joueur, à une équipe qui ne participe pas au match après-saison. Mais effectivement, il est de ce calibre-là, Justin Rankin. Il brise des plaqués en plus, à parler de ses deux longs touchés. Non, c'est tout un joueur. Et puis ça facilite le travail de Fajardo. Tu sais, Edmonton, on en avait parlé l'année dernière. Tu sais, Ford avait commencé en tant qu'arrière partant. On se disait, mais pourquoi on fait ça? Tu sais, on garde sur le banc le joueur par excellence du match de la Coupe Grey en 2023. Fajardo a gagné plusieurs matchs en carrière en tant qu'arrière partant, que ce soit avec les Alouettes, avec les Rough Riders à Saskatchewan. Puis dès que Fajardo a été inséré au sein de la formation partante d'Edmonton, les Elks ont été une équipe transformée. On a même été en mesure de revenir dans la course pour une place en éliminatoire. Puis là, on a gagné notre premier match. Puis ça, c'est important pour Edmonton, puisque, écoute, depuis les 5, 6, 7 dernières années, les Elks ont tout le temps des débuts de saison tout à fait catastrophiques. On commence 0-6, 0-7 ou 1-7, peu importe. Mais là, on a déjà une victoire en poche. Là, il ne faut pas oublier que Fajardo, il a gagné son match revanche contre les Alouettes au Cypress Molson l'année dernière. Je sais que tu t'en souviens, Marc-André, mais je ne sais pas si tu te Mhm. rappelles, Davis Alexander ne jouait pas. Alors là, ce serait la première fois que Fajardo et Alexander vont s'affronter samedi à Edmonton. Il ne faut pas oublier qu'on a échangé Fajardo pour faire place à Davis Alexander. Cody Fajardo, c'est un athlète qui est extrêmement fier. On l'a vu lors de son retour à Montréal l'année dernière. Il n'a rien oublié, là. Vu que lui, il va vouloir battre les Alouettes à nouveau. Puis là, il a son bon ami Austin Mack également à la position de receveur. Donc, il y a plusieurs anciens Alouettes là, du côté des Elks. Keon Julian Grant aussi, qui avait marqué un touché à Montréal l'année dernière. Donc, c'est ça, on se connaît bien d'un côté comme de l'autre. En tout cas, j'ai déjà hâte à samedi après-midi pour ce duel. Il y a des liens aussi avec Danny Machocha, si on peut faire on peut encore en faire davantage là, avec Oui, Edmonton. ben oui. Bref, Ben, on peut oui, trouver oui, des oui, il a histoires gagné assez deux Coupes facilement. Grey. Oui, oui, il y en a plusieurs. Ben oui, ben oui. Mon retour à Edmonton, étant donné que j'ai été Ah repêché par oui, les Elks en Didier, 2003, moi exact. aussi. Ben ouais, match revanche pour moi aussi, non, non. Mais, Ouais. mais non, mais c'est vrai, Danny Machocha a gagné deux Coupes Grey Edmonton, une en Jason tant que Maas, coordinateur à l'attaque, une autre comme entraîneur-chef. Jason Matt était carrière réservée lors de ces deux de Ricky conquêtes Ray. de la Coupe Grey Ouais. d'Edmonton. Oui, c'est ça, derrière Ricky Ray. Il a été entraîneur à Edmonton aussi. Donc, oui, oui, on se connaît. Il y a beaucoup d'histoires. À chaque fois que les Alouettes vont jouer au Commonwealth Stadium, puis je dois faire des recherches avant la rencontre, je dois trouver cette information-là, mais il me semble de mémoire, Marc-André, que ça fait un bout de temps là, que les Alouettes ont perdu un match à Edmonton. Il me semble qu'ils ont une séquence victorieuse au Commonwealth Stadium. Je vais devoir regarder ça là, pour être sûr, mais je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai fait un voyage à Edmonton puis que les Alouettes ont perdu la rencontre. Donc,
Ça fait quelque temps de ça, là. Donc, on le rappelle, c'est samedi 16 heures. Ce sera sur les ondes de la RDS à la télévision. Tu y seras également. Et je rappelle à ma mère qu'elle Ouais, devra j'espère. annuler notre souper ou le reporter. Oh, oui, oui, c'est ça. Puis, hey, j'espère que les prévisions météorologiques vont changer, là, parce que j'ai regardé la météo hier à Edmonton. La neige? On annonçait 15 avec de la pluie. Non, ben quasiment, écoute, on parle d'un minimum de 8. On est presque rendu Oh! au mois de juillet, donc c'est ça, l'Ouest canadien. Ouais, non, non, ma valise va être pleine, là. Va falloir que j'emmène tous mes vêtements de pluie, mon manteau, tout ça, là. Fait que, ouais, en tout cas, j'espère que ça va changer d'ici à samedi après-midi, les prévisions météorologiques. Ben, écoute, Marc-André, on va inviter les gens à aller faire un don pour la société Alzheimer. Il y a le tournoi de golf de la société Alzheimer de Montréal qui va avoir lieu mardi, le 18 août, au club de golf Whitlock. Et je vous invite à y participer à ce tournoi de golf-là. Je suis co-président du tournoi de golf de la Société Alzheimer de Montréal. C'est une cause que j'ai à cœur, étant donné que ma mère souffrait de cette terrible maladie. Et la Société Alzheimer de Montréal, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient en aide non seulement aux gens qui souffrent de troubles neurocognitifs, mais également à leur entourage et à leurs proches aidants. La population est vieillissante, il y a de plus en plus de gens, malheureusement, qui vont souffrir de troubles neurocognitifs. Alors, je vous invite à participer au tournoi de golf de la Société Alzheimer. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, allez sur le site web de la Société Alzheimer de Montréal afin de faire un don parce que ça va vraiment venir en aide aux gens qui souffrent de troubles neurocognitifs, mais également à leurs proches aidants. Puis également, si vous trouvez ça lourd, justement, d'avoir un membre de votre famille ou un ami ou une amie qui souffre de cette maladie-là, bien, la Société Alzheimer de Montréal, bien, c'est un bon organisme avec qui entrer en contact justement pour aller chercher le support dont vous avez besoin. Alors, je vous invite à aller faire un don ou à aller participer, à venir participer plutôt au tournoi de golf qui aura lieu le 18 août. Maintenant, ben, écoutez, je vous invite à écouter ou à regarder mon entretien avec le receveur de passe québécois, Xavier Gaillardette. Gaillardette, c'est le frère d'Isaac, qui a été un choix au repêchage des Alouettes en 2025, qui a participé là, aux deux derniers camps. Mais dans le cas de Xavier, ben, lui, il se prépare à prendre part à sa dernière saison au football universitaire américain. Bien sûr, il a des aspirations, il rêve soit de faire carrière soit du côté de la Ligue canadienne ou du côté de la NFL. Alors, je vous invite à écouter mon entretien avec le sympathique Xavier Gaillardette. Xavier, tu t'apprêtes à disputer déjà ta dernière saison dans les rangs universitaires. Dis-nous là, comment tu vis ça, là. Tu sais, c'est ton dernier été à faire ta préparation physique en vue de jouer une saison. Alors dis-moi comment ça se passe pour toi. Ouais, dans le fond, c'est le cinquième été déjà que je m'apprête à faire le processus des entraînements d'été, tout ça. Puis euh, ça a passé super vite. C'est sûr que souvent les gens disent que ça va aller vite, mais là vraiment, je m'en rends compte que c'est ma dernière saison. Puis il y a pas de red shirt, il y a pas de c'est this is it, tu vois, c'est la dernière. Euh, donc beaucoup d'excitement. Euh, Mais surtout de garder keep the main thing, comme on dit, de Mhm. garder les yeux focus sur le football. Puis là, je viens de graduer, donc un petit peu moins l'école, mais vraiment sur le football là, pour la dernière saison. Ben, écoute, félicitations pour ta graduation. Rappelle-moi, tu étudies en quoi? Je viens de graduer un bac en sport management, un bac de Ben, 4 ans. bravo, Ouais, vraiment. Ben, félicitations. Puis comment tu as merci vécu la beaucoup. graduation, là, justement? Parce que c'est tellement de travail, tu sais, de devoir jumeler études avec un sport de haut niveau. Puis je sais qu'il y a plusieurs jeunes footballeurs à différents niveaux, tu sais, qui écoutent ou qui regardent le podcast. Tu peux partager ton expérience. Puis également, ben, qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'on t'a finalement remis ton diplôme? Ouais, c'était une cérémonie qui était incroyable. Mes parents étaient là. Donc, évidemment, ça a été un moment qui a été le fun à partager avec eux. Puis, avec les 1500 autres étudiants qui ont gradué en même temps que moi, là, c'était une cérémonie qui était grande, qui était le fun. Des gens qui ont parlé, qui ont donné des speeches qui ont été le fun, des professeurs qui ont parlé. Ça a été un beau moment pour capituler toutes ces 4 ans d'études-là. Puis, Euh,
dans le fond, c'est ça. Ça a été le fun aussi d'être là avec mes coéquipiers qu'on a été ensemble plusieurs années, de Mhm. voir le parcours se terminer avec eux aussi. Les coachs qui étaient là aussi pour supporter. Puis, donc, c'était vraiment une belle journée. Puis, tu sais, ça sonne cliché, mais on est des étudiants athlètes. Donc, en principe, le terme étudiant il vient avant le terme athlète. Donc, Ouais. tout ça pour dire que ça prend des études, ça prend les bonnes notes pour pouvoir euh, jouer à un sport. Donc, ça a été le fun de voir mes efforts dans la classe payée en fin de compte. Ouais, ben, je suis content que tu mentionnes ça, tu sais, étudiant athlète, parce que surtout depuis les dernières années, tu sais, avec l'arrivée du NAL, les joueurs qui sont rémunérés, tout ce que les gens voient, tu sais, ce sont les joueurs là, qui font 4, 5, 6 millions par année, qui signent des gros contrats avec des universités. Mais ça, c'est la minorité des joueurs. Tu sais, la majorité des joueurs, ben, comme toi, tu sais, vous n'êtes pas millionnaire. Je pense pas que ton école te paye 2 millions par année. Tu sais, tu es un étudiant athlète. Puis bon, tu as gradué, encore une fois, félicitations. Mais c'est ça, tu sais, c'est énormément de travail, tu sais, que vous faites. Puis, qu'est-ce qui a été pour toi peut-être le plus difficile, justement, là? Tu sais, c'est pas terminé, il te reste ta dernière saison, mais maintenant, tu as ton diplôme dans ta poche en arrière, comme on dit. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile de la vie d'étudiant athlète pour toi, là, ou qui a été représenté le plus grand défi que tu as dû relever? Je te dirais que étant une école où on pratiquait le matin, euh, les cours vers midi, là, les cours directement après la pratique, Mhm. là, étaient pas faciles. Les cours où tu devais finir la pratique, aller te laver rapidement, puis tout de suite aller à ton cours, là, tu prends un petit down d'énergie là, juste avant le cours. Ces cours-là sont toujours un petit peu difficiles. Euh, Puis je te dirais que souvent l'étude tard le soir, euh, jumeler ça avec les, euh, les meetings avec les coachs, tout ça. Mais c'est un horaire qui est le fun, puis c'est un privilège d'être occupé, c'est un privilège euh, de parfois manquer de temps parce que c'est ça c'est dans quoi on s'est embarqué en voulant en voulant jouer à un sport à l'université. Puis surtout, comme tu as dit les dernières années, la comparaison avec les médias sociaux, puis ce qu'on voit, tu sais, les gros noms, les grosses sommes d'argent, c'est facile de se laisser emporter puis de se comparer à ces gens-là, mais, euh, mais c'est pas la réalité pour tout le monde. Puis je pense que les gens souvent se font une idée dans leur tête de ils ont vu un joueur faire 5 millions, alors tous les joueurs à l'université aux États-Unis devraient faire 5 millions. Puis là, Mhm. c'est là, je reviens à la maison, puis je pense que ces gens-là, souvent, la réalité, c'est différent de ce qu'ils pensent. Puis donc, d'avoir des conversations qui sont vraies, réelles avec ces gens-là, des fois, c'est pas tout le temps facile. Euh, mais ça fait partie de dans quoi je me suis engagé. Puis je suis toujours prêt à avoir ces conversations-là, évidemment. Ouais, c'est ça, exactement. Ta réalité est différente de celle, ben, justement, là, des joueurs qui empochent des grosses sommes d'argent. Mais j'ai aimé qu'est-ce que tu as dit, tu sais, le fait de devoir aller à des cours après un entraînement rigoureux. Tu sais, je me souviens, moi aussi, j'avais vécu ça à l'époque. Je me souviens, c'était une pratique durant le camp de printemps, mais il faisait extrêmement chaud. Tu sais, quand ton corps n'est pas habitué justement à la chaleur, tu sais, il faisait peut-être 90-95 Fahrenheit ces journées-là. Je me souviens, je m'étais pesé après l'entraînement, j'avais perdu une dizaine de livres. OK? Puis là, Ouais, j'avais un cours après, j'étais étourdi. Je me souviens, j'avais passé le cours là, tu sais, littéralement couché là, tu sais, sur le bureau, pas capable de porter attention, complètement déshydraté. Puis ça, ben, pour les gens, ça, exact. c'est une partie de la réalité d'être un étudiant athlète, tu sais, que les gens connaissent pas. Parce que ça, on le voit pas à la télé, tu sais. Absolument. Très d'accord avec toi. Ouais. Ouais, en tout cas, je me suis rappelé tout de suite de ça, là, dès que tu as mentionné ça, là, oh mon Dieu, que je filais pas. Écoute, dis-nous, quels sont tes objectifs là, pour la saison? Parce que là, on est au mois de juin, puis c'est vraiment une période importante en termes de préparation physique pour la saison, développer ou continuer d'améliorer la chimie que tu as avec ton carrière ou les carrières. Donc, c'est ça. Quels sont tes objectifs pour la saison, tes objectifs individuels, mais également pour l'équipe? Ouais, évidemment, avec le portail maintenant, ça a changé le sport du foot, puis tous les autres sports universitaires, là, en fait. Là. Donc, cette année encore, autour de 45 nouveaux joueurs. Donc, pratiquement la moitié de l'équipe est neuve. Donc là,
ces mois-là, c'est de développer une chimie, des relations avec les joueurs qui arrivent de différentes écoles. Donc ça, c'est la priorité numéro un. Ensuite, c'est de devenir plus fort, plus rapide. Ça, c'est toujours quelque chose de très important. Puis la troisième chose que là, on pratique dans les OTAs, là, les Team Activities, c'est d'apprendre à pratiquer comme des pros, d'apprendre à Mhm. prendre soin l'un de l'autre, euh, de rester debout, pas aller au sol si on n'a pas besoin. Vraiment apprendre à pratiquer comme des pros pour que quand le camp d'automne arrive, ben, on a déjà euh, Des bonnes avoir déjà des habitudes. bonnes techniques, puis des bonnes Mm. habitudes exactes, des bonnes habitudes Ouais. de pratique. Puis donc c'est ça. Pour mes objectifs, évidemment, c'est ma dernière saison, donc j'aimerais ça que ça soit la meilleure que j'ai eue depuis que je suis arrivé. Euh, Puis aussi, il y a une chose que je pense que les gens parlent pas beaucoup, mais moi, étant un joueur plus vieux, c'est de laisser un bon impact sur les plus jeunes qui arrivent, puis d'essayer de faire sentir tout le monde bienvenu, puis d'être quelqu'un que les gens peuvent venir parler de foot, de la vie, de n'importe quoi. Je pense que c'est des relations qui sont importantes, des relations qui sont le fun avec les coéquipiers, les coachs, les professeurs, tous les gens à l'université, en fait, puis de laisser une bonne marque sur l'université, sur les gens avec qui j'entre en contact. Donc, ça va être une année excitante, puis un 6 mois qui va passer très vite. Donc, je vais essayer Ouais. d'en profiter au max. Ouais, ouais, profites-en. Tu sais, parce que la vie de campus, c'est quelque chose qui va te manquer, là. Ça, c'est certain, là, je peux te le dire. C'est vraiment une expérience unique qu'on retrouve pas à l'après, là, tu sais, durant le restant de nos vies. Mais tu as mentionné le portal, puis le fait, tu sais, qu'il y a 45 nouveaux joueurs. Euh, Tu sais, ça a tellement changé. On vient de parler des NIL, tu sais, qui n'existait pas vraiment quand tu as commencé ta carrière universitaire. Euh, À quel point tout ça, c'est différent, puis c'est quoi l'impact? À quel point ça peut rendre ça plus difficile, justement, de bâtir un esprit d'équipe, étant donné qu'à chaque saison, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, puis il y a des joueurs qui partent pour se joindre à des différents programmes. Ouais, non, c'est difficile. Puis, on parle des joueurs, mais il y a aussi les coachs. Beaucoup de coachs qui Oui. partent. Le va-et-vient pour les coachs est aussi, sinon peut-être plus que les joueurs. En Mm. 5 saisons, j'ai eu 3 coachs en chef différents. Puis j'ai Wow. eu 5 coachs de receveurs différents. Chaque année, ça a été un coach de receveurs différent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être assez difficile pour certaines personnes. Euh, pour moi, euh, j'essaie de le voir comme une opportunité pour apprendre de coachs différents. Tous les coachs ont des points de vue différents, des bagages différents dans quoi ils enseignent. Donc, Mais tu trouves j'essaie pas ça d'en apprendre difficile, le plus surtout quand possible. l'entraîneur de position change continuellement? Parce que moi aussi, j'avais vécu ça à l'université, tu sais. Mes premières années, on avait le même entraîneur de ligne défensive. Puis là, après ça, c'était à chaque année, il y avait un nouveau coach. Puis là, les entraîneurs, surtout, tu sais, entraîneurs de position, c'est lui avec qui tu as un contact direct. Puis c'est lui qui t'aide vraiment, tu sais, à t'améliorer. Puis là, les techniques qu'on apprenait, à chaque entraîneur, c'est différent, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose, moi, que j'avais vraiment pas aimé. Surtout qu'à un certain moment donné, il y avait un coach avec qui j'avais une bonne chimie, puis de la façon qu'il enseignait, ça fonctionnait avec moi. Puis je m'étais amélioré cette année-là, mais il était là juste pendant une saison. Je pense qu'il avait quitté pour l'université à West Virginia ou quelque chose comme ça. Fait que, à quel Euh, point, tu sais, c'est difficile, tu sais, pour ton développement en tant que receveur à ta position, ou si pour toi, ben, tu vois ça comme un plus. ouais, bonne question. Je te dirais la position de receveur, c'est une position euh, qui peut être très technique, mais le coach des receveurs, souvent, il va être là plus pour aider dans le cahier de jeu. Dans le sens Mhm. que si le playbook reste le même d'une année à l'autre, puis c'est juste le coach des receveurs qui change, en bout de ligne, ça ne changera pas grand-chose parce que c'est le même cahier de jeu. Donc, les techniques différentes que les coachs vont enseigner, souvent, tu peux juste ajouter à ton bagage, on peut dire. Donc, si Ouais. le coach d'avant t'avait enseigné une technique pour sortir de ton tracé plus rapidement, puis le coach d'après t'enseigne comment attraper la balle d'une façon plus efficace, ben, souvent, tu peux combiner les deux, puis ça va t'aider. Dans le fond, tu n'as pas besoin de reculer puis de réapprendre.
Donc, dans cette optique-là, avoir plusieurs coachs de receveurs différents pour moi a pas été quelque chose de très difficile à m'adapter. Souvent, les choses qui ont été dures, c'est quand le coordonnateur offensif changeait, puis là, le cahier de jeu changeait au complet. Là, ça, c'était les Hmm. plus difficiles un petit peu à adapter, Ouais, si ça fait du ouais. sens. Ouais. Ben écoute, la prochaine étape pour toi, oui, ça fait du sens. La prochaine étape pour toi, j'imagine que tu souhaites être en mesure de jouer dans les rangs professionnels, que ce soit dans la NFL ou dans la Ligue canadienne. D'ailleurs, tu as ton frère qui, lui, ben, avait été repêché par les Alouettes l'année dernière en 2025. Il était retourné avec le Rouge et Or. Puis là, bon, malheureusement, Isaac a participé au camp. Puis là, malheureusement, il s'est blessé. Alors, on verra peut-être qu'il sera de retour avec l'équipe éventuellement. Euh, donc, c'est ça, tu as ton frère qui a déjà vécu l'expérience du football professionnel, puis le lien que je veux faire, c'est justement, tu sais, avec tous les changements que tu as vus, que tu as vécu au football universitaire, ben ça te problème, ça te prépare, je veux dire, d'une certaine façon pour le football professionnel où il y a également beaucoup, beaucoup de changements. Ouais, exact. Donc, c'est sûr que le rêve, c'est toujours de continuer à jouer au foot. C'est un sport que j'adore. Puis, peu importe la ligue, peu importe le niveau, peu importe la paye, en fin de compte, jouer au Mhm. foot, c'est, pour moi, jouer le plus longtemps possible, ça a toujours été mon objectif. Euh, Puis là, oui, comme tu as dit, en effet, là, une situation un petit peu dommage avec mon frère. Mais ça fait partie du sport. Puis, tu sais, on le voit partout que la moyenne de la longueur d'une carrière est pas là du tout. Là. Donc, tu sais, même la Ouais, NFL, là, 3,2 j'entends ans dans souvent les la gens NFL. dire que not for long. Là, il y a beaucoup Mhm. de gens qui disent ça, là, la NFL, not for long. Donc, comme tu as dit, on va voir ce qui va arriver. Puis, je vais faire un Pro Day. Je vais aller au Combine si je suis invité au Combine de la CFL. On verra ce qui va arriver. Mais on va essayer de rester positif dans tout ça. Puis, en gardant dans la tête que c'est un privilège. Puis, ça durera le temps que ça durera. Euh, mais c'est un sport magnifique. Puis, je veux continuer à jouer le plus longtemps possible. Ouais, ben, je te le souhaite définitivement, Xavier. Mais chaque chose en son temps. Tout d'abord, je te souhaite d'avoir vraiment un été formidable, une excellente préparation en vue de la prochaine saison, puis que tu puisses en profiter, tu sais, ton dernier été en tant que, ben, c'est ça, comme on vient de parler, tu sais, d'étudiant athlète. Tu sais, c'est une fois dans ta vie, puis là, tu es rendu à la dernière portion de tout ça. Fait que je souhaite que tu en profites pleinement, puis tu connaisses toute une saison 2026. Ben, merci beaucoup. Merci de prendre de ton temps pour me parler. C'est toujours un plaisir. Passons maintenant aux actualités dans la NFL. Didier, on commence avec le quart de l'Université de Texas Tech, Braden Sorsby, qui va finalement se rendre admissible au repêchage supplémentaire de la NFL. On rappelle que Brandon Sorsby avait parié énormément durant sa carrière universitaire, notamment sur des matchs de sa propre équipe. Finalement, la NCAA lui avait permis de jouer cette saison, mais attention, le recteur de l'Université Texas Tech a dit non, 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 non. On ne permet pas à ce joueur-là, à un joueur qui a parié sur son équipe de jouer pour notre université. Donc, pour faciliter les choses, Brandon Sorsby a finalement décidé de se rendre admissible à ce fameux repêchage supplémentaire. Didier, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un peu regarder les équipes qui pourraient être intéressées par Brandon Sorsby et rappeler que c'est quand même un carrière avec un potentiel intéressant. Ouais, le recteur de l'Université de Texas Tech, il me fait rire, là. Parce que Texas Tech, eux, ils étaient contents, là, lorsqu'on avait appris que Sorsby allait être en mesure Mm. de pouvoir poursuivre sa carrière. Mais là, tu sais, la réponse des gens sur les réseaux sociaux, il y a même des équipes de la conférence du Big 12 qui ont dit non, non, nous, on ne jouera pas contre Texas Tech, là. Si Sorsby est en uniforme, ben là, ça donnait aucun choix au recteur, là. Mhm. Pas le recteur, là, qui, finalement, s'est dit, ouais, c'est pas une bonne chose d'avoir un joueur au sein de notre équipe qui a fait qu'on parle de quoi? De plus de 9000 paris qu'il Mhm. aurait fait. Bref, mais bon, comme tu l'as dit, on va se concentrer sur l'aspect NFL de cette nouvelle parce qu'on va avoir droit à un repêchage supplémentaire, Marc-André. Toi et moi, on était quelque peu déçus lorsque, il y a quelques semaines, on avait appris que Sorsby allait rester dans les rangs universitaires. Nous, on s'est dit, ah, ça serait bien d'avoir un repêchage supplémentaire. Mais là, il va en avoir un, étant donné que Sorsby s'est rendu admissible à ce repêchage. Comme tu l'as dit, c'est un joueur de talent. Physiquement, Brandon Sorsby a les outils qu'on recherche chez un carrière en première ronde du repêchage de la NFL. Il possède un bras puissant. C'est tout un athlète, c'est un gros bonhomme. Pèse près de 230, 235 livres.
et il est mobile. C'est une double menace. Donc, en termes d'atouts physiques, ben là, il a les atouts là, qu'on recherche chez les carrières de la NFL en 2026. Au niveau de sa prise de décision, c'est là qu'il y a des ennuis. Tu sais, par moment, il est victime de crampes au cerveau. Tu te dis, OK, pourquoi il a lancé cette passe-là? Puis il fait trop confiance à son bras. Des fois, il va essayer de forcer le ballon dans des doubles couvertures ou dans des petites fenêtres, étant donné qu'il a un bras puissant. La raison pour laquelle, dans un monde idéal, ben, il aurait poursuivi son cheminement au niveau universitaire, parce qu'il a des facettes de son jeu qu'il doit améliorer, mais ça n'arrivera pas, étant donné maintenant qu'il s'est rendu admissible au repêchage supplémentaire. Donc, il y a des équipes qui vont avoir de l'intérêt pour lui, mais je pense, avant de parler des équipes qui pourraient s'intéresser à ses services, Marc-André, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'au niveau du repêchage supplémentaire, c'est principalement une vente aux enchères, hein. Les équipes vont Mhm. faire une Exact. offre, si on peut dire, d'un choix au repêchage. Et puis là, c'est l'équipe qui va offrir le choix au repêchage le plus haut qui va obtenir ses services. C'est par courriel. J'ai lu ça. Moi, je connais je veux dire, Oui, on fait ça par courriel. Imagine, c'est archaïque, là. non, non, il n'y aura pas d'émission à la télé, là. Non. On fait ça par courriel, puis on sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu non Mhm. plus. On parle que ça pourrait être fin juillet, mais parce que là, les équipes, théoriquement, après les mini-camps, on s'en va en vacances. Fait que, je veux dire, il y a pas de date précise. C'est quand même assez fascinant comme concept, là. Je disais que pour déterminer l'ordre des équipes, c'est selon ton nombre de victoires, puis par la suite, on fait une pige. Bref, c'est un peu nébuleux. Ce sera le premier, d'ailleurs, repêchage supplémentaire depuis 2019. Il y en a pas à toutes les années, ça aussi, il faut le mentionner. Et Mhm. j'ai fait une petite recherche, Didier, une petite parenthèse, là. Il y a quelques repêchages supplémentaires qui ont été notables, qui ont été excellents. Notamment en 1987, les Eagles ont repêché Chris Carter lors du repêchage supplémentaire, qui est devenu un joueur légendaire. En Ouais, c'est un 1989, receveur de passe Ohio State. Ouais. exact, en 1989, les Cowboys, qui avaient repêché quelques mois plus tôt Troy Aikman au premier rang du vrai repêchage Ouais. de la NFL, ont repêché Steve Walsh. Là, déjà, c'est très Cowboys comme décision pour avoir une compétition Ouais, déjà à l'interne entre Troy il n'y a rien qui Aikman a et Steve changé, Walsh. hein? Non, parce que Jerry Jones préférait, ce qu'on dit, Troy Aikman, et l'entraîneur Jimmy Johnson, qui avait coaché Steve Walsh à Miami, préférait Steve Walsh. Bref, on avait repêché les deux corps. Et en Toujours 1985, eu de la zizanie à Dallas. Bernie Kosar avait été repêché par les Browns lors du repêchage supplémentaire. Donc, dans l'histoire, on a vu des quarts de renom ou des joueurs de renom être sélectionnés dans ces repêchages-là. Mais c'est vraiment pas la norme, là. C'est souvent un repêchage où on repêche des joueurs marginaux. C'est souvent des joueurs qui ont eu des cas problèmes là, à l'extérieur du terrain, il faut le mentionner. Ben, c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle ces joueurs-là, comme Sorsby, se rendent admissibles au Exact. repêchage supplémentaire. C'est qu'il y a quelque chose qui a pas fonctionné là. Durant leur carrière universitaire, généralement, il y a eu un scandale. Il y avait Terrell Pryor à l'époque qui avait été suspendu au niveau du football universitaire lorsqu'il était carrière à Ohio State, la raison pour laquelle il s'est rendu disponible au repêchage supplémentaire. Moi, j'ai trouvé une note, je vais aller voir si tu l'avais toi aussi. La dernière fois qu'un choix de première ronde. Parce que comme on vient de le dire, c'est comme une vente aux enchères. La dernière fois qu'une équipe a offert un choix de première ronde pour repêcher un joueur, il faut remonter à 1992. Je parle de repêcher un joueur dans le cadre, bien sûr, du repêchage supplémentaire. Carrière Dave Brown en 1992, Oh, Marc-André, c'est la dernière fois qu'on a offert un choix de première ronde. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a une équipe qui va oser offrir un choix de première ronde pour Brandon Sorsby? De ce que j'ai lu, on parlerait plus potentiellement d'un choix de deuxième ou troisième ronde. troisième ronde, et ce qui est intéressant, c'est que les Dolphins ont fait le plein de choix de troisième ronde. Ça pourrait être une équipe intéressante ou intéressée au service de Sourceby. Ils ont 4 choix de troisième ronde. Là. On pourrait en laisser, en s'en départir de un, en fait, pour faire la sélection de Brandon Storsby. Il y a également les Steelers qui ont 3 choix de troisième ronde et 2 choix de 4. 3 choix de Ouais, c'est ça. 3 choix de troisième ronde et 2 choix de quatrième ronde aussi. Ça pourrait être intéressant de mettre Sorsby, là, de repêcher Sorsby du côté des Steelers, c'est mon avis. Oui, les Steelers, les Browns aussi, hein, tu sais, les Browns ont des munitions. Les Cardinals de l'Arizona, tu sais, sont à recherche de jeunes carrières. Je sais qu'ils ont repêché Carson Beck en troisième ronde. Personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit en Carson Beck. Les Jets aussi. Mais les équipes vont devoir faire leur devoir sur Sorsby très rapidement. Parce que comme tu disais, on ne sait pas encore la date du repêchage supplémentaire. Ça devrait avoir lieu vers la fin du mois de juillet.
Et si c'est le cas, les camps d'entraînement vont soit être commencés sur le point de se commencer pour certaines équipes, dont on peut oublier la saison 2026 pour Sorsby. Tu sais, ça va être une année qui va passer sur le banc, qui va apprendre, tu sais, il ne va pas participer à aucun des mini-camps. Les mini-camps là, vont tirer à leur fin cette semaine. Et en plus de ça, il y a les problèmes de caractère. Tu sais, parce que c'est très sérieux là, comme problème. Oui, il est allé en thérapie pour son problème de pari, son problème de gambling. Est-ce que ça va refaire surface, ça? Tu parles de la position de carrière, hein? La position de carrière, c'est le visage, là. Du moment que tu deviens carrière partant, tu deviens le visage de cette concession-là, de cette équipe-là. Alors, on ne veut pas que ça refasse surface dans 4 ans, 5 ans. Imagine-toi le scandale, là, si on apprenait qu'il parie sur des matchs de la NFL alors qu'il est carrière partant. Alors, il y a tout ça, là. Les équipes vont devoir faire leur devoir, le rencontrer, puis se convaincre que finalement, ben, tout ça, ça appartient au passé, son problème de paris sportif. Et se départir d'un choix 2, 3e ronde dans un En repêchage plus, mhm, 2027 qu'on dit qu'il va être meilleur que celui de 2026. mhm. Brandon Sorsby, les observateurs s'entendent pour dire qu'il aurait été le 3e quart repêché derrière Ty Simpson et Fernando Mendoza lors du dernier repêchage. Ça aussi, là, comme je le dis, c'est un pensez-y bien. Comme je le dis, dans un repêchage où que les quarts vont être, on dit que ça fera une bonne cuvée à plusieurs positions clés également. Les équipes doivent y penser 2 fois avant de laisser se départir d'un choix pour, comme tu viens de le mentionner, ça va être un projet. Oui, non, non, écoute, tu as tellement raison avec ça parce que tu sais, supposons, là, tu départis d'un choix de troisième ou deuxième ronde, mais ça, c'est un choix au repêchage qui pourrait t'aider à grimper au classement du repêchage de 2027 et aller chercher un joueur de talent. Parce que tu l'as dit, on anticipe que ça va être toute une cuvée à la position de carrière, mais à d'autres positions. Tu sais, position de receveur de passe avec Jarma Smith et plusieurs autres receveurs. Position de bloqueur, de chasseur de quart. Tu sais, on parle des positions les plus importantes là, sur le terrain, parmi les plus importantes. Alors, est-ce que les équipes on parle de se départir de choix au repêchage pour un joueur qui a le potentiel d'être un cas problème. T'sais, il a été au niveau du football universitaire. Alors, encore une fois, on va devoir s'assurer qu'il a réglé ses problèmes de Paris. Ça, c'est aux équipes de faire leur enquête, mais elles n'auront pas beaucoup de temps pour le faire. Il y a ce facteur-là aussi. Alors, peut-être qu'il y a des équipes qui vont dire, regarde, c'est quoi? On ne prendra pas cette chance-là, on préfère garder notre choix au repêchage. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment tout ça, ça va se dérouler là, au cours des prochaines semaines. Et on dirait dans les organisations que tu as nommées, la plupart, les Cards, les Browns, les Jets, des organisations qui aiment les problèmes, on dirait. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y en a une qui va se laisser séduire par le talent de Ah, Sorsby, les Browns, une de faites ces pas trois ça, là. équipes-là On que tu viens de commence à s'en mentionner? sortir. Ben, Les Browns, ben, c'est ça. J'espère qu'on fera pas ça du côté de Cleveland. J'espère qu'on fera pas ça. C'est ça. Les équipes qui ont un mauvais historique. Je regarde les Cardinals. Les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Les Cardinals, ça, je ne serais pas surpris de les voir justement essayer là, de repêcher un Sorsby. Mais du ben, côté des Browns, Brissett, j'espère qu'on va Minshew, prôner la Beck, patience. il y a une place, là. Tu vas avoir 4 quarts. Ouais, et puis surtout que les Cardinals sont dysfonctionnels aussi. Donc, pour ça ne me surprendrait pas qu'eux, ils se disent, ah ben ouais, on va amener un joueur qui a plusieurs points d'interrogation sur sa fiche. Ça me surprendrait tellement pas des Cardinals. Mais je pense que les Browns, écoute, pour le travail qu'on a fait là, lors des 2 derniers repêchages, moi j'espère que les Browns ne vont pas prendre ce pari-là, Marc-André. Tu sais, Tellement le regardez, genre des essayez de voir Chiefs. si Shedeur ouais, ben les Chiefs, ils ont Mahomes. Je vois pas les Chiefs faire ça nécessairement. Là, on n'est pas désespéré à la position de carrière, là, comparativement aux Non, mais le équipes que tu prendre viens sous de son mentionner. aile, puis par la suite, peut-être le marchander lorsqu'il va être à son. Écoute, Texas Tech, Patrick Mahomes, il a joué à Non, non, c'est Cincinnati, pas ça c'est bête. Travis Kelce. Ouais, ben, surtout que les Chiefs ont un historique de repêcher des joueurs qui ont été des cas problèmes dans les rangs universitaires. On Mhm. prend des paris au repêchage, mais ça vient nous rattraper, comme avec un Rashee Rice, par exemple. Ah, et ça nous amène à nous parler de Rashee Rice, qui a été libéré de prison, Didier, Hein? après 30 Dans les jours. mains, je t'envoie ça entre les numéros, cette passe-là. Et Andy Reid, lorsqu'on lui a demandé si on s'attendait à avoir Rashee Rice au camp, mais c'est drôle parce qu'il a dit ça avant même, là, il a dit ça la semaine dernière en disant est-ce que tu t'attends à avoir Rashee Rice au camp? Il dit ça Hmm, devrait. Et écoute, il est supposé de sortir de prison cette semaine, la semaine prochaine en parlant de cette semaine. Donc, écoute, ouais. la vie va son train. Rashee Rice devrait être présent au camp d'entraînement. Il est sorti de prison. On a vu la vidéo d'ailleurs là, sur les réseaux sociaux. Il ne voulait pas avoir de caméra d'en face, comme on dit.
Ouais, il s'est mis à courir pour éviter de répondre aux questions à sa sortie de prison. Lorsque tu Ah, dis que boy. tu y vas à reculons à quelque part, là, mais c'était Rushy Rice en sortant de prison. Oui, c'est ça, il voulait pas faire face à la caméra, puis là, il marchait à reculons. Après ça, il a pivoté, il s'est Ouais. mis à courir. C'est du n'importe quoi, mais ça va avec Rushy Wright, ça, de ce qu'on connaît de lui, là. Ben c'est ça, puis là, il y a son genou. Faut pas oublier qu'il avait subi une intervention chirurgicale à un genou. Il n'a jamais pu amorcer sa remise en forme parce il a été passé 30 jours en prison de sa faute. Donc, c'est ça, étant donné que ben, il était en probation et puis là, qu'il a échoué à un test antidrogue. Il y avait de la marijuana dans son corps. C'est la raison pour laquelle il se retrouvait en prison pour 30 jours. Comme on en avait parlé là, il y a un mois, il avait l'opportunité peut-être de signer une prolongation de contrat. Puis là, du côté des Chiefs, on a dit, ben là, on va attendre de voir comment la saison va se dérouler. Bref, le receveur numéro 1 de Patrick Mahomes est sorti de prison, mais encore une fois, je parlais des points d'interrogation dans le cas de Brendan Sorsby. Ben, Rashee Rice, ce n'est que ça depuis le début de sa carrière. Oui, il est talentueux, mais il n'est pas fiable. Il est tout simplement pas fiable. L'allié défensif Cameron Jordan a signé un contrat d'1 an avec les Saints et disputera sa 16e saison avec l'équipe. On peut le comprendre, les Saints, pour plusieurs, ils Mhm. seront en ascension. Écoute, la division, le premier rang de la division est prenable, est grande ouverte. Je pense que Cameron Jordan, là, il n'est pas fou non plus. Si les Saints auraient été mauvais, je pense qu'il aurait peut-être plongé à la retraite. Mais il veut vivre une autre saison avec les Saints et voir ce que cette équipe-là peut faire là, en 2026. Moi, je trouve ça tellement impressionnant. Tu sais, des joueurs comme Cameron Jordan, Calais Campbell, qui lui, je pense, c'est sa 19e ou 20e saison là, qui va disputer dans le cas de Cameron Jordan. 16e saison dans les tranchées, Marc-André. Tu sais, quand tu joues aussi longtemps que ça au niveau de la ligne à attaque ou de la ligne défensive, moi, tu as toujours tout mon respect, là, en particulier à ces positions-là. Puis Jordan a été productif l'année dernière. Tu sais, c'est pas juste une nouvelle pour faire plaisir aux partisans des Saints. On sait qu'il est extrêmement populaire à la Nouvelle-Orléans, étant donné qu'il a déjà joué 15 saisons là-bas. Il a été un bon joueur là, tu sais, l'année dernière. Alors, on va voir, tu sais, en situation de passe évidente, s'il peut donner une vingtaine de jeux à l'unité défensive de la Nouvelle-Orléans. Puis c'est un joueur qui est un leader aussi. Alors, pour une jeune équipe comme celle des Saints, je pense que c'est une bonne chose d'avoir rapatrié Cameron Jordan. Et le chasseur de corps des Falcons, James Pierce, participe au minicamp d'Atlanta. Pierce avait été accusé, ou a été accusé de voies de fait grave et de fuite devant les forces de l'ordre le 7 février dernier. Tu te souviens, à ce moment-là, on était convaincu que sa carrière était Mhm, terminée, là, surtout lorsqu'on a vu les images de son arrestation. Puis dans le rapport de police, on disait qu'il avait essayé de frapper un policier avec sa voiture. Et puis il semblerait que, malgré tout ça, là, puis ça sans parler de l'histoire avec son ancienne petite amie, mais qu'elle, je pense qu'elle a retiré les accusations qu'elle portait contre lui. Bref, il n'y a rien que je déteste plus que d'être obligé là, de tourner le podcast en chronique là, de faits divers, tout ça, à la suite d'arrestation des joueurs. Mais tout ça pour dire que James Pierce, au mois de février, on se dit, ben, plus jamais on va le revoir sur un terrain de la NFL. Mais là, il pourrait être en mesure de poursuivre sa carrière. Mais tout d'abord, il n'y a aucun doute qu'il va être suspendu par la NFL éventuellement. Mais tout ça pour dire que du côté des Falcons, on doit être heureux, Marc-André. Il ne faut pas oublier qu'on avait mhm. donné notre choix de première ronde en 2026 afin de grimper au classement du repêchage en 2025 pour repêcher Pierce. Puis là, pendant un bout de temps, on croyait que sa carrière était terminée, mais là, il semble qu'il pourrait jouer dès cette saison. Le receveur George Pickens est finalement présent au mi-camp des Cowboys et pour citer Marshawn Lynch, je dis c'est un cas de I'm just here so I won't get fine. Oui, c'est ça, puisque là, si on parle de mini-camp Mhm, obligatoire là, du côté des Cowboys de Dallas, donc Pickens ne s'était pas présenté au mini-camp optionnel, qui c'était optionnel là, pour les joueurs, mais malgré tout, Brian Schottenheimer, l'entraîneur-chef des Cowboys, a dit, ben, écoutez, étant donné qu'il n'était pas là lors de la portion optionnelle, tu sais, ça va être son utilisation lors du camp sera limitée. On va voir si c'est le cas. Mais George Pickens, comme tu l'as dit, il n'a pas le choix de se présenter pour ne pas être mis à l'amende. C'est la même chose pour Jacoby Brissett la semaine dernière lorsqu'il s'est présenté au minicamp à des Cardinals de l'Arizona. Mais Pickens, il tient à avoir une prolongation de contrat. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. mhm. Donc, lui, les Cowboys ont continué de l'évaluer. Ça a bien été l'année dernière. Il n'a pas été un problème au sein du vestiaire, comme ça a été le cas lorsqu'il portait les couleurs des Steelers.
Mais tu sais, il ne peut pas bouder beaucoup, là. Il n'est pas en position. Il n'a pas vraiment de pouvoir de négociation, George Pickens. C'est à lui de prouver qu'il peut continuer de performer sur le terrain et d'être un bon coéquipier s'il veut faire sauter la banque avec une prolongation de contrat. Tu as vu ce que Schottenheimer a dit là, devant les journalistes, il a dit que cette semaine, ce sera Coach Pickens, là, qu'il est dans l'entourage et tout. J'étais sceptique lorsqu'on a embauché Schottenheimer du côté des Cowboys, mais force est de constater Mhm. qu'il a la confiance de ses joueurs, qu'il tire les bonnes ficelles. C'est un player's coach également. Il a les joueurs de son côté. J'aime ce qu'il fait avec les Cowboys, là. Puis le cas de George Pickens, c'est un autre exemple du fait que, ouais, finalement, c'est une bonne embauche de la part de Jerry Jones, je trouve. Non, tu fais bien de le mentionner parce que moi, je trouvais pas que ça avait été une bonne embauche. À l'époque, j'avais vraiment mes doutes. Mais ouais, j'ai aimé qu'est-ce que j'ai vu de la part de Schottenheimer l'année dernière. On sait que lui, il a été un coordonnateur de carrière. Ça faisait très longtemps qu'il était coordonnateur à l'attaque avec différentes équipes de la NFL. Bien sûr, il est le fils de Marty Schottenheimer, excellent entraîneur à l'époque du côté de la NFL, excellent entraîneur-chef. Mais oui, Brian Schottenheimer, tu sais, il démontre qu'il est capable d'avoir une main de fer, là. Tu sais, au niveau des joueurs, Mhm. puis ça m'impressionne. J'étais pas convaincu, qu'il avait ça en dedans de lui. Mais non, non, tu fais bien de le souligner, justement. En tout cas, maintenant, on va voir si la défense des Cowboys sera améliorée la saison prochaine. Mais Schottenheimer nous démontre, qu'il a des couilles, puis qu'il est capable de faire preuve de leadership. Le gazon naturel qui a été installé dans les stades de la NFL où sont présentés des matchs de soccer de la Coupe du Monde sera retiré après le tournoi. L'Association des joueurs de la NFL ne comprend pas cette décision. Oui, parce que, écoute, le gazon synthétique, là, c'est une des pires inventions qu'il y a jamais eu, là. Moi, je m'excuse. Ça use tes genoux, OK? Puis on le voit, combien de fois, là, on le voit, là, toutes les saisons, des fois, le soulier des joueurs reste pris dans la surface de gazon synthétique, il y a des graves blessures à des genoux. Puis, écoute, les informations, le data prouve, là, tu sais, que sur gazon naturel, il y a moins de blessures. Puis les équipes de la NFL disent tout le temps: «Oh, mais c'est une question de coût, le gazon synthétique, c'est plus facile à entretenir.» Mais là, par contre, pour la FIFA, on est en mesure d'en mettre du gazon naturel. Puis là, ça, c'est insultant là, pour les joueurs de la NFL et l'association des joueurs. Alors, on se dit, si on est en mesure de le faire pour la Coupe du Monde, pourquoi ne pas garder la surface de gazon naturel pour la saison de la NFL qui va commencer au mois de septembre? Moi, je suis absolument du côté de l'association des joueurs là-dessus. Je trouve qu'on a de bons arguments. Et puis, même du côté des propriétaires, Marc-André, s'il y a un plus haut risque de blessure avec une surface de gazon synthétique, tu payes une fortune, tu payes des milliards de dollars en termes de salaire aux joueurs. Il me semble que tu voudrais réduire les chances de blessure afin de protéger tes investissements. Non, c'est pas juste du gros bon sens, tout ça. C'est du gros bon sens, c'est du gros sang. Et j'ai juste à penser que le fait que la finale de la Coupe du Monde va être au MetLife Stadium sur du beau gazon naturel, lorsqu'on sait que le Mhm. MetLife, au cours des dernières années, ben, la surface a été fortement critiquée par plusieurs joueurs là, ont subi des blessures graves, dont Malik Neighbors, là, d'ailleurs, euh, qui a de la misère à être sur le terrain de football à cause que peut-être que justement le gazon synthétique du MetLife Stadium y est pour quelque chose, là. Oui, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Tu sais, alors, je ne sais pas que les propriétaires attendent justement. Puis, c'est pas comme s'ils n'avaient pas les moyens, tu sais, d'avoir des Non. gens de rémunérer des gens pour faire l'entretien de la surface de gazon naturel. Tu sais, tu parles de milliardaires, là. Sérieusement, ça fait pas de sens, ça. Ces gens-là ont fait fortune. Et ils devraient savoir comment protéger un investissement, il me semble. Mais bref, en tout cas, je veux juste qu'on en parle. Puis, j'ai hâte de voir justement si on va pas assister à un retour du gazon naturel à travers la NFL. Tu sais, parce que maintenant, là, les matchs sur gazon naturel, c'est de plus en plus rare, là. Les Packers s'attendent à ce que l'ailier rapproché Tucker Kraft soit prêt à revenir au jeu dès le premier match de la saison. Kraft avait déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs au début du mois de novembre dernier. C'est une excellente nouvelle pour les Packers. C'est une excellente nouvelle pour les propriétaires fantasy, pour les joueurs fantasy qui veulent repêcher un bon ailier rapproché un peu tard dans les repêchages. Tucker Kraft serait mon choix. Ben oui, écoute, Tucker Kraft, qui est possiblement le receveur le plus constant du côté des Packers, du moins il l'était là, avant de se blesser. Quelle saison là, il connaissait du côté de l'attaque de Green Bay. Donc, comme tu as dit, c'est vraiment une bonne nouvelle. On a donné des prolongations de contrat. C'est quoi, à Jaden Reed et Christian Watson.
Maintenant, Kraft, comme tu viens de le dire, il semblerait qu'il va être prêt à entamer la saison. Alors, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'on ne sait pas si Josh Jacobs sera disponible. Alors, de quoi va avoir l'air l'attaque au sol des Packers? Si Jacobs n'est pas là, ben, on va avoir besoin de tout notre artillerie au niveau de l'attaque aérienne. Alors, Kraft, ben, c'est une bonne nouvelle s'il est vraiment en mesure de commencer la saison. Maintenant, on verra quel genre de performance, toutefois, il va offrir. Hein. On sait des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans afin de revenir d'une déchirure en ligament croisé antérieur. Puis tu parles d'un ailier rapproché de 260 livres, hein, Marc-André. Alors, Mhm. peut-être qu'il ne sera pas à son mieux en 2026. Si c'est le cas, ben, ça ne sera pas vraiment surprenant. Là. On peut argumenter que ça sera le receveur numéro un de Jordan Love et des Packers aussi, là. À suivre. Ben, il Euh, l'était là, avant de se blesser, ouais. sérieusement. Parce que Watson, c'est monsieur gros jeu. Christian Watson n'a jamais eu une saison de 1000 verges en carrière en passant. Tu vas me dire, oui, il rate souvent des matchs aussi, il y a ça, mais lui, il est monsieur gros jeu. Vraiment, Kraft était constant. Dans l'attaque aérienne des Packers, c'était lui là, qui était vraiment le joueur le plus constant, le métronome, là, si on peut dire d'une certaine façon. Mhm. Alors maintenant, c'est ça, comme je le disais, est-ce qu'il pourra performer après cette grave blessure à un genou? Ça reste à voir là, en 2026. Pourquoi repêcher Colson Loveland ou Tyler Warren dans vos repêchages fantasy en troisième, quatrième, cinquième ronde quand on peut avoir Tucker Craft en 8 ou neuvième en ce moment? Pensez-y bien. Ah, tu ne peux L'ancien pas chasseur de t'empêcher cartes. de mettre ton chapeau d'analyste fantasy football. Ouais. C'est dans ta Je devrais nature, c'est dans arrêter d'en ton parler et ADN. garder ça pour moi. Ah ouais, ben ouais, c'est L'ancien, ça. Là, tu donnes des... Surtout s'il y a des gens de ta ligue qui écoutent le podcast, là, ils vont savoir ouais. ta stratégie de repêchage. L'ancien chasseur de cartes des 49ers de San Francisco, Aldon Smith, mais là, ça, c'est une triste nouvelle en terminant. L'ancien, justement, bon, Aldon Smith est décédé là, à l'âge de 36 ans. 36 ans, Didier, c'est trop jeune pour moi. Ouais, c'est beaucoup trop jeune. Puis tu sais, Alden Smith, ça fait longtemps là, qu'il a des problèmes de santé mentale, problèmes de consommation. Euh, il a connu un des meilleurs débuts de carrière dans toute l'histoire de la NFL, là, chez les chasseurs de cœur. 14 sacs du quart à son année recrue, Marc-André. Ça, c'est le deuxième plus haut total dans l'histoire de la Ligue pour un joueur recru après Javon Curse. Javon Curse, l'ancien des Titans du Tennessee, c'est lui qui a le record. Sa deuxième année, Marc-André, 19 sacs et demi. Tu sais, c'est un joueur qui a le potentiel pour se retrouver au temple de la renommée du football éventuellement. Mais malheureusement, tu sais, il y avait des problèmes de consommation d'alcool, d'autres substances aussi. Ça a complètement dérouté sa carrière. Mais là, dans son après-carrière, tu sais, il se cherchait. Tu sais, j'ai vu un extrait d'un podcast auquel il a participé la semaine dernière là, uniquement. Puis il disait que depuis qu'il a arrêté de jouer, c'était vraiment pas facile pour lui. Il se cherchait. Il travaillait dans la communauté. Puis d'ailleurs, lors de la journée de son décès, la semaine dernière, il avait participé à un événement où il avait livré des pizzas à des gens défavorisés, des gens qui vivent dans la rue, à des sans-abri. Donc, tu sais, il essaie de redonner à la communauté, il essaie de s'en sortir, mais finalement, il n'a jamais été capable de le faire. On ne connaît pas la cause du décès. Il a été retrouvé sans vie dans la voiture d'un de ses amis. Mais c'est vraiment triste, tu sais, parce que comme tu l'as dit, à 36 ans, euh, il n'a jamais pu atteindre son plein potentiel, ce potentiel qui était tellement grand en tant que joueur de football. Mais pire encore, il n'a jamais pu régler ses problèmes, puis ses démons ont eu le déçu, finalement, il semblerait. Donc, c'est vraiment triste de voir ça, parce que moi, Alden Smith, tu sais, j'ai toujours un faible pour les chasseurs de quart, étant donné que c'est Mhm. la position à laquelle j'ai joué. C'est un joueur que j'aimais beaucoup, tu sais, surtout quand il est arrivé avec les Niners. Immédiatement, il était un joueur d'impact. Là, de voir ben, que c'est ça qu'il n'a jamais atteint son plein potentiel sur le terrain, puis qu'il n'a jamais pu régler ses problèmes, là, qu'il a perdu la vie à un si jeune âge. C'est vraiment triste de voir ça. Je voulais juste le souligner. Parce que, tu sais, il y a des joueurs de football qui nous donnent. Tu sais, on parle de football tout le temps, toi et moi. Ces joueurs-là nous donnent énormément de plaisir. Tu sais, les dimanches ou peu importe la journée où les rencontres sont présentées. Une fois qu'ils se retirent, ben, ils sombrent dans l'oubli. On ne parle plus d'eux. Tu sais. Puis, on se met à parler d'eux, mais malheureusement, des fois, comme c'est le cas de Alden Smith, lorsqu'on apprend une triste nouvelle qu'ils ont perdu la vie. Voilà, ça complète notre tour d'horizon des actualités de la NFL. Oui, on va maintenant se tourner du côté du fantasy football. La semaine dernière, tu as dévoilé ton top 20 à la position de carrière en vue de la prochaine saison de fantasy football. Cette semaine, ben, tu y vas avec les porteurs de ballon. On va commencer
avec les positions 1 à 5. En 1, j'ai mis, moi, personnellement, Bijan Robinson, le porteur de ballon des Falcons d'Atlanta. Et en 2, Jahmyr Gibbs, le porteur de ballon des Lions de Détroit. Écoute, c'est un cheveu qui les sépare. Vous allez voir dans plusieurs classements, Jahmyr Gibbs au premier rang. Pour moi, Mhm. ce qui les différencie, c'est le fait que Jahmyr Gibbs est au centre d'une meilleure attaque avec un meilleur corps. Il y a Amon-Ra St. Brown. Je pense qu'on va peut-être pouvoir avoir un peu plus d'équilibre pour Jahmyr Gibbs. Mais écoutez, là, Robinson ou Gibbs, ce sont deux joueurs que vous allez repêcher dans votre top 3 là, de vos repêchages fantasy. En 3, nous avons Christian McCaffrey. Pour moi, le top 3 est assez clair. Ce sera ces trois-là. Et par la suite, on peut discuter. J'ai mis en 4 Jonathan Taylor, le porteur de ballon des Colts d'Indianapolis. Et en 5, James Cook, le porteur de ballon des Bills. James Cook, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne capte pas vraiment de ballon, mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant qu'il est parmi les meneurs, sinon le meneur pour les verges au sol dans la NFL. Je commence à me dire que c'est ça son pain et son beurre, puis qu'on doit classer James Cook de la bonne façon. Je l'ai mis au 5e rang. Mais pour revenir à Jonathan Taylor, Didier, ça a été vraiment une saison en 2 temps pour lui. Il a été le porteur de ballon numéro 2 entre les semaines 1 à 13. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la semaine 14? Ben oui, la blessure à Daniel Jones, Mm. porteur de ballon numéro 22 par la suite pour Jonathan Taylor. Oui, il y a eu une baisse de régime sans Daniel Jones, mais il a quand même inscrit 20 touchés la saison dernière. 20 touchés, j'ose le rappeler. C'est bon pour le premier rang dans la NFL et près de 1600 verges également. C'est un porteur de ballon de volume, même si Daniel Jones n'y est pas. Ça a été le seul porteur de ballon l'année dernière à jouer plus de 80% des jeux et plus de 80% à obtenir 80% des courses d'une équipe. Donc, encore là, Jonathan Taylor, un volume incroyable. Il a atteint les sommets personnels pour les catchs à 46. Il a été ciblé également 55 fois. C'est son année de contrat également pour Jonathan Taylor. Il voudra bien faire. Je pense qu'en 4, c'est un bon classement pour lui. On s'assure d'une production élite qui est quand même assez sûre que avec ou sans Daniel Jones, je pense que Jonathan Taylor, il récolte 3 verges par course sans Daniel Jones ou 5 verges par course avec lui, il va avoir du volume. Il est un gars très sûr que vous allez repêcher, oui, en première ronde, mais je pense qu'il pourrait connaître une autre grande saison. Ouais, Taylor qui était le favori là, pour remporter le titre de joueur par excellence de la NFL avant que Daniel Jones se blesse. Souviens-toi, là, il avait été sensationnel lors de la première moitié de la saison. Dans le cas de McCaffrey, le kilométrage, là, est-ce que c'est l'année que ça va le rattraper? Est-ce que ça t'inquiète un peu? Ça m'inquiète un peu, surtout que l'année dernière, elle a été exceptionnelle. C'est souvent une année exceptionnelle, Mhm. une année où il est blessé pour McCaffrey, mais ce gars-là Ouais. est tellement bien entraîné, il prend soin de lui. Je pense que ça m'inquiète, mais écoute, s'il est sur le terrain, il a un potentiel lui aussi d'être le meilleur porteur de ballon fantasy, c'est quoi, il doit rendu quoi, une trentaine d'années peut-être? Il doit approcher la trentaine, McCaffrey? Mais, Ouais, ou attends, je vais vérifier, 29-30. ouais. Mais oui, je veux dire, c'est le genre de porteur de ballon, puis il est hyper utilisé également dans le jeu aérien. Ça, c'est non négociable. C'est probablement le porteur de ballon qui va récolter le plus de catch là, parmi tous les porteurs de ballon au niveau fantasy. Ça, c'est super payant également en format PPR, McCaffrey. Mais j'ai hâte de voir. Là. Oui, ça m'effraie un peu, mais comme je le dis, c'est tellement un freak de nature que je pense que McCaffrey, là, c'est inquiétant, mais je pense qu'on doit passer par-dessus. Ouais. Il vient d'avoir 29, 30 ans, 28? le 7 juin. Ah, il y a eu 30 ans? 30 ans, il vient d'avoir 30 ans le 7 juin. Donc, on sait pour les Ah, porteurs de OK. ballon, qu'est-ce que ça veut dire? 30 ans, ben oui, Ouais. je viens de voir ça, là. 30 ans le 7 juin. Ouf. Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Là. Tout le kilométrage qu'il a, écoute, il pourrait commencer sa descente là, en termes de production. Puis James Cook, tu as raison, tu n'attrapes pas beaucoup de passes. Puis j'ai jamais compris la façon dont on l'utilise à Buffalo. J'ai jamais compris. Là. Écoute, comme tu as dit, il est depuis 2 ans parmi les meneurs au sol du côté de la NFL. Mais quand il jouait à Georgia, de la façon dont on l'utilisait comme receveur de passes, des fois comme demi-inséré, même les passes pièges et tout. Il est un bon receveur, mais c'est comme ça, on n'essaie pas, on n'a pas d'intérêt pour maximiser cette facette de jeu-là au sein de l'attaque des Bills. J'ai jamais Mhm. compris pourquoi. Bref, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner la saison prochaine. Moi, j'ai gardé un œil sur McCaffrey. 30 ans, avec toute l'utilisation qu'on a eue de lui,
Personnellement, ça me fait peur. Maintenant, on enchaîne avec les positions 6 à 10 de ton top 20. En sixième position, ben, on retrouve devant A-Chain des Dolphins de Miami. Les Dolphins ont récompensé il y a quelques semaines avec une prolongation de contrat. Et l'attaque des Dolphins est là, en sixième, au sixième rang. Ouais. Devant Ah, les Chains, ce c'est pas sera la position de l'attaque. receveur certain. Ça reste à voir, ce sera quoi ou comment va se dessiner cette attaque-là. Est-ce que ça sera une bonne attaque, une attaque médiocre, une attaque ordinaire? Mais bref, devant H-Chan, c'est pas lui Hmm. aussi. Là, on parlait de volume, c'est ça qu'on recherche au niveau fantasy. Il aura du volume, ça c'est clair. En 7, j'ai mis Chase Brown. Je suis un grand fan de Chase Brown. Je vous reviens un peu plus tard là, pour vous en parler. Ashton Genty en 8. Écoute, 8, 9, 10, vous allez voir 11, 12. J'ai eu de la difficulté là, à me faire une tête. Là. Ashton Genty en 8. On dit que la deuxième année sera meilleure parce qu'on a amélioré la ligne à l'attaque, on a amélioré l'équipe en général du côté des Hmm. Raiders. C'est ça qu'on dit, mais l'année dernière, ça a tellement été une catastrophe pour où ce que les gens ont sélectionné Ashton Genty. Il y a quand même d'inconnu là, dans le cas de Ashton Genty. Même chose pour Omarion Hampton. Avec Mike McDaniel, on se dit, mon Dieu, c'est un gars qui est capable de capter des ballons aussi. C'est un gars qui, le mariage est parfait avec une attaque de Mike McDaniels pour Omarion Hampton. C'est un gars qui est solide au sol également. C'est un porteur de ballon robuste dans une attaque de Jim Harbaugh. On adore ça. Par contre, j'ai lu qu'on a été chercher Keaton Mitchell. C'est un favori là, de Mike McDaniels. Il pourrait venir voler des opportunités à Omarion Hampton. Et on a Kimani Vidal. On pense que lorsque Omarion Hampton est revenu au jeu la saison dernière, qu'il a obtenu et qu'il avait le champ Mhm. arrière à lui seul du côté des Chargers, mais Kimani Vidal a quand même été là. Donc, je ne sais pas encore comment tout ça va se dessiner du côté de l'attaque des Chargers, mais Omarion Hampton, son potentiel, il est incroyable. Et Saquon Barkley, l'attaque des Eagles, je suis en train de penser, encore là, on parlait d'inconnus, l'attaque des Eagles sans A.J. Brown, je pense qu'on va se tourner davantage vers Saquon Barkley. Le problème, Didier, c'est que sais-tu combien Saquon Barkley a de courses à l'intérieur de la ligne de 1 lors des 2 dernières années? De la ligne de Ah 1, mon en Dieu, fait. ça doit pas être beaucoup avec le touche-push. Pas plus que une dizaine, je dirais. Zéro. Même moins. Zéro. Aucun. Wow. Wow, soit ça me surprend pas, ouais. Mais en 2024, Saquon Barkley a eu des chiffres incroyables. Ça a mis le meilleur porteur de ballon. Ça a été plus difficile. Il y a une part d'inconnu avec les Eagles, mais je pense que Saquon Barkley est un gars que vous allez pouvoir repêcher fin de deuxième ronde peut-être, puis avoir un certain rabais si vous y croyez. Moi, ma tête n'est pas faite encore sur Saquon, mais si on regarde simplement le talent, Saquon Barkley demeure, même s'il est vieillissant, un porteur de ballon talentueux. Et je veux vous parler de Chase Brown. Didier, porteur de ballon numéro 3 en termes de points par match avec Joe Burrow la Hmm. saison dernière. Ça, c'est important parce que ça a été plus difficile là, avec le carrousel de carrière qu'on a eu chez les Bengals la saison dernière. Euh, Avec Joe Burrow, évidemment, Chase Brown là, voit des boîtes défensives beaucoup plus légères qu'avec d'autres corps qu'on avait sous la main l'année dernière du côté de Cincinnati. 17 points par match entre la semaine 7 et la semaine 6 pardon, et la semaine 17. 69 catchs également en 2025. C'est bon pour le 5e rang à la position. Donc, c'est un gars qui se débrouille également en situation de passe. La compétition, elle est faible. En fait, on n'a rien ajouté du côté des Bengals durant la saison morte. On a Taj Brooks encore et on a Samaje Perine encore. Le seul bémol, c'est que la ligne à l'attaque des Bengals va être médiocre. Elle est classée 28e en ce moment selon le site PFF, Pro Football Focus, Hmm. à l'aube de la prochaine saison. C'est peut-être un petit bémol qui pourrait pourrait venir compliquer les choses pour Chase Brown, mais je pense qu'en termes de porteur de ballon sûr, il est souvent classé, oui, dans le top 15, mais hors du top 10, souvent dans les classements fantasy. Mais je pense que si vous êtes à la recherche d'un gars qui, semaine en semaine, vous offre un plancher intéressant avec un potentiel d'un haut plafond, je pense que Chase Brown, et je sais qu'on a Jamar Chase, je sais qu'on a T. Higgins, on a une attaque explosive par la voie des airs, mais je pense que Chase Brown, là, est évidemment en format PPR également, hyper payant. Je pense que Chase Brown, c'est une valeur sûre. Je pense que d'avoir justement un plancher à 17, 18, 19 points cette saison, c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi. C'est vraiment incroyable, hein. Ça fait combien d'années qu'on parle de la ligne à l'attaque des Bengals? À Mhm. tous les ans, on dirait le problème n'est jamais réglé. Maintenant, les positions 11 à 15. En 11e, ben, on retrouve le joueur par excellence du dernier match du Super Bowl, Kenneth Walker, qui a quitté via le marché des joueurs autonomes de Seattle
à Kansas City maintenant. Je serais curieux de savoir, là, je vais te lancer ça comme ça. Kenneth Walker, t'en penses quoi, Didier? Si on, en termes, peut-être pas en termes fantasy, mais je pense que le fantasy et la réalité va se rejoindre ici. Parce Mhm. que oui, on se dit, les ingrédients sont là. L'attaque des Chiefs avec Patrick Mahomes, ça va être exceptionnel. Par contre, les Chiefs, par le passé, ça a été une attaque au sol qui ont terminé qui ont terminé 24e, 25e, parmi les pires attaques au sol du circuit. Là, vous allez me dire, oui, mais ils n'avaient pas des porteurs de ballon élite comme Kenneth Walker. Mais Kenneth Walker, là, mis à part le dernier mois de football là, qu'on l'a vu jouer en éliminatoire, ça n'a jamais été un porteur de ballon si élite que ça non plus. Ben, à cause des blessures. Tu sais, souvent blessé. Kenneth Walker, l'année dernière, il a été en mesure d'éviter les blessures, mais c'est une des raisons pour laquelle, du côté des Seahawks, on utilisait également Zach Charbonnet. Tu sais, on divisait le champ arrière à deux. Là, on partageait les courses entre Charbonnet et Walker parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on essayait de faire de Walker, tu sais, notre porteur de ballon numéro un, de l'utiliser pratiquement tout seul dans le champ arrière, ben, il se blessait. L'année dernière, elle a été en mesure d'éviter les blessures à cause de l'utilisation qu'on a fait de Zach Charbonnet. Je crois ça fermement. Alors, c'est ça. Ça va être à surveiller avec les Chiefs. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment, comment on va l'utiliser? Puis si on en fait notre porteur de ballon principal, est-ce qu'il va tenir le coup et éviter les blessures? Parce qu'en début de carrière, il a été incapable de le faire avec les Seahawks. Une fois que le ballon dans les mains, c'est un des meilleurs coureurs avec le ballon de toute la NFL. Moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait quelques années que je le dis. Mais ce sont les blessures. Donc, moi, c'est ça que j'ai observé dans le cas de Walker. Est-ce qu'on va utiliser d'autres porteurs de ballon avec lui afin de diviser sa charge de travail ou si on va lui remettre le ballon principalement? Et si c'est le cas, est-ce qu'il va pouvoir rester en santé? Puisqu'il nous a prouvé qu'il n'était pas capable de le faire lorsqu'on lui avait donné ce rôle à Seattle. Déjà, au camp d'entraînement des Chiefs, là, lors des mini-camps, on fait l'éloge de Emari Demarcado, là, l'ancien des Cards, qui, en troisième essai, pourrait venir justement. C'est le genre de Jarrett McKinnon que Andy Reid aime. Mais tout ça Hmm. pour dire que Kenneth Walker, je comprends le hype, comprends l'engouement. En théorie, ça devrait bien fonctionner, mais en pratique, je sais pas. Je sais pas parce que les Chiefs, ça a été une équipe davantage axée sur le jeu aérien que le jeu au sol durant de nombreuses années. J'ai hâte de voir. Bref, si on continue en 12, nous avons Derrick Henry, le porteur-ballon des Ravens de Baltimore. En 13, j'ai mis Josh Hmm. Jacobs, le porteur-ballon des Packers de Green Bay. Faut dire que Jacobs, il est en 13. Je prends pour acquis qu'il ne sera pas suspendu lors de la prochaine saison. Pour le moment, il demeure un porteur de ballon. L'attaque au sol, voire l'attaque court des Packers va passer par lui. Donc, je pense que Josh Jacobs, à ce rang-là, c'est vraiment une aubaine au niveau fantasy s'il n'est pas suspendu en début de saison. J'ai mis Jeremiah Love, là, le porteur de ballon recru des Cards de l'Arizona en 14. Pour Mhm. dire que Jeremiah Love, il y a des choses qui m'inquiètent. Je ne sais pas si tu as entendu parler Mike Lafleur à propos de Jeremiah Love cette semaine. Il a comparé Jeremiah Love à Steph Curry en disant si Steph Curry entre dans un rim, il est hot, comme on dit, mais tu ne l'enlèves pas du terrain. Donc, c'est un peu la façon que Mike Ah Lafleur oui, oui, voit les choses pour Jeremiah Love. Donc, j'ose espérer que si Jeremiah Love, euh, on aura pêché quoi au troisième rang au total, deuxième rang, troisième rang au total. Non, dans le top 5 là, je me souviens plus. Dans le ouais, top 5 ouais, bref, c'est mais écoute, troisième j'ai ou hâte de quatrième, voir, ouais, en tout cas, ouais. mais il y a quand même James Conner, quand même Tyler Algier et Javante Williams en 15. Je vais vous parler de Javante Williams parce que de ce groupe-là, je trouve que Javante Williams, par la suite, ça demeure un porteur de ballon de 3 essais qui est tout le temps sur le terrain ou presque, qu'on peut quand même avoir à rabais. On se souvient l'année dernière, on ne voulait rien savoir de Javante Williams. Au niveau des porteurs de ballon, on se demandait si Jaden Blue là, allait être le porteur de ballon partant des Cowboys lors de l'ouverture de la saison. Mais oui, 4,8 verges par portée en 2025. Vraiment incroyable de la part de Javante Williams. Plus de 1200 verges, 13 touchés, 64% des courses et 77% des courses à l'intérieur de la ligne de 5. Ça, c'est super intéressant dans une attaque hyper explosive comme celle des Cowboys de Dallas. On n'a fait aucune addition majeure du côté des Cowboys durant l'entre-saison. Et ce qui pourrait améliorer Javante Williams, c'est son jeu dans le jeu aérien en situation de passe. 35 réceptions, c'est vraiment peu pour un gars qui, on disait,
au début de sa carrière qu'il avait de bonnes mains là, avec les Broncos, on s'en souvient. 32e pour les cibles dans le jeu aérien chez les porteurs de ballon dans la NFL la saison dernière. Alors, il y a place à l'amélioration à ce niveau-là. Et si justement Javonte Williams capte un peu plus de passes, obtient un peu plus d'opportunités dans le jeu aérien, je pense qu'il pourrait vraiment rapporter des dividendes par rapport au rang de sélection qu'on le repêche en ce moment là, dans les repêchages. Et dans la dernière portion de ton top 20, oui, en 16e position, ben, on retrouve le demi à l'attaque de deuxième année des Giants de New York, Scam Scadaboo, qui avait fait sensation avant toutefois de subir une fracture à une cheville. C'était vraiment pas beau à voir. Mais là, je l'ai vu, là, je crois que c'était lors d'un match de softball là, des Giants, faire un backflip, atterrir sur ses jambes. Alors, décidément, sa blessure, il est rétabli de cette fracture à une jambe. Je sais juste pas quoi penser de l'attaque des Giants en ce moment. C'est pour ça que j'ai mis Scam Scadebo en 16e position, mais je pense qu'il sera l'un des éléments importants de cette attaque-là. On a dit, côté des Giants, qu'on voulait courir davantage avec le ballon, et si c'est vraiment vrai, parce que justement, Malik Neighbors ne sera pas disponible en début de saison, mais je pense que Cam Scadebo va en être le grand bénéficiaire là, de cette attaque au sol-là avec Jackson Dart. En 17, nous avons Breece Hall des Jets de New York. En 18, Karen Williams des Rams de Los Angeles. Certains vont me dire que c'est un peu bas pour Karen Williams. Par contre, Blake Corum, là, de plus en plus, vient jouer dans les plates-bandes de Karen Williams. Et on a mentionné récemment que Blake Corum on s'enligne là, vers un partage plus équitable des choses du côté des Oh Rams. oh. Donc ça m'inquiète. Pardon? Oui, ça m'inquiète pour Karen Williams. Ah, En 19, en 19, nous avons Travis Etienne. Évidemment, si Alvin Kamara n'est plus un membre des Saints au cours des prochaines semaines, je vois très bien Travis Etienne grimper pour ce classement fantasy. Et j'adore Quinshon Judkins du côté des Browns de Cleveland. Je pense que c'est un gars qui est bourré de talent. Par contre, est-ce que les Browns vont être meilleurs que l'année dernière? C'est ça la grosse question. Parce que l'année hmm. dernière, au quatrième quart, Quinshon Judkins, aussi bon soit-il, il a eu seulement 3 opportunités au quatrième quart en moyenne par match parce que justement, les Ouais. Browns jouaient du football de rattrapage. C'est pas très bon, ça, pour un porteur de ballon fantasy. Donc, est-ce que si les Browns sont meilleurs, je vois Quinshon Judkins peut-être connaître une certaine éclosion cette saison. Et je veux vous parler de Breece Hall, Didier, parce qu'en plus, on a une nouvelle cette semaine comme quoi Karen Glenn a mentionné que l'attaque au sol des Jets, ce sera encore une fois un monstre à 3 têtes là, cette année avec Breece Hall, Braylon Allen et Isaiah Davis. Il avait dit la même Qu'est-ce qu'il dit chose, là, tu Aaron t'en souviens. Glenn? Hein? Non, mais c'est quoi qu'il dit, Aaron Glenn? On vient de donner une prolongation de contrat à Breece Hall. Tu sais, c'est pas pour lui remettre le ballon seulement 10 fois par match, là. Non. Tu sais, il est Exact. Mais c'est un clairement peu où je un m'en meilleur vais. porteur de ballon que Allen et les autres, là. Qu'est-ce qu'il dit là, Aaron Glenn? En tout cas, ça a été ma réaction quand j'ai lu ces commentaires-là. J'ai comme, mais voyons, ça fait pas Ben, de moi sens, ça. aussi. Comme Aaron, je te crois pas, puis je te croirai pas, parce que l'année dernière, ça s'est traduit par 73% des opportunités pour Breece Hall, puis je pense que ça pourrait être encore plus élevé Hmm. cette année. Donc, c'est de la foutaise. Moi, je n'en tiens pas compte de ces commentaires-là. Breece Hall, l'année dernière, quatrième pour les courses explosives de plus de 20 verges, malgré le fait qu'on avait une attaque aérienne vraiment putride. Donc, ça, c'est intéressant. Pardon. On a également obtenu seulement 36 catchs la saison dernière. Ça a été une anomalie parce qu'il en avait obtenu 57 puis 76 au cours des années précédentes. Et je pense qu'avec une attaque de Frank Wright, je pense qu'on a vu des gars comme Naïm Hines là, au cours des années, là, lorsqu'il était à Indianapolis, Frank Wright, connaître des Oh, saisons, être impliqué dans le jeu aérien lorsqu'on avait des Jonathan Taylor. Donc, je pense que ce genre de production-là ou d'implication-là, ça pourrait aller à Breece Hall. Et force est de constater également que les Jets devraient être améliorés. En tout cas, moi, je pense un peu, Didier. Est-ce que c'est la meilleure ligne à ouais. l'attaque et le meilleur corps avec lequel Breece Hall a joué au cours de sa carrière? Je laisse un point d'interrogation, des points en suspens, mais je pense qu'à ce rang-là, Breece Hall pourrait rapporter énormément à ses propriétaires fantasy. C'est un choix en ce moment qu'on repêche en quoi? Quatrième, cinquième, sixième ronde de vos repêchages fantasy. Je pense que Breece Hall pourrait connaître du succès cette année si l'attaque des Jets, évidemment, est améliorée. Ouais, les Browns, les Jets, les Cardinals, moi, j'ai besoin de le voir pour y croire. C'est aussi simple que ça. À fait de répondre Mhm. à ta question, si les Jets vont être améliorés, je dois le voir pour le croire, là, mais on verra bien. Qu'est-ce qui va arriver du côté de New York? Geno Smith, qui va pouvoir stabiliser l'attaque. On sait à quel point ça a été laborieux pour lui l'année dernière à Vegas.
Bref, on va voir, mais comme tu peux constater, mon niveau de confiance est très bas là, par rapport aux Jets, là. Alors, écoute, Marc-André, ben, on a fait le tour, pas juste pour ta chronique Fantasy Football, mais pour cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On remercie bien sûr Guillaume à la technique et on remercie bien sûr les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, qui l'écoutent ou qui le regardent via notre chaîne YouTube. Alors, on espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.